Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Cam10 Télévision. Bienvenue à cette autre édition du Grand Débat de ce dimanche 14 novembre 2021. A-t-on déjà franchi la ligne du terrorisme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? On se questionne ce matin. Et puis, élection à la Fédération camerounaise de football. L'exécutif a-t-il un rôle à jouer? On s'interroge. Voilà quelques questions qui trouveront certainement des réponses au cours de ces 2 heures d'échange avec des invités qui sont déjà en place et bien installés. D'abord, Jean de Dieu Haïssi. Bonjour. Monsieur Bokolo, merci. Bonjour à vous. Avec votre permission, j'exprime ma déférence pour les autres panélistes qui arriveront certainement. Et surtout, je salue avec tout le respect possible vos millions de spectateurs. Je dois dire en un mot que votre télévision est digne de respect dans l'univers médiatique aujourd'hui. Je vous remercie pour cette invitation. D'accord. Jean-Michel Moneye, je pense que je prononce très bien. Moneye, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content d'être avec vous ce matin, surtout que c'est pas très souvent qu'on est en compagnie du grand frère Jean de Dieu ici. Je suis aussi fier que nous puissions aborder des sujets aussi poignants que la crise au Nozo, dont je suis convaincu que vos millions de téléspectateurs ne vont pas perdre leur temps ces 2 prochaines heures. Donc, je rappelle que vous êtes militant, convaincu ou alors du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Non, convaincu. Convaincu. D'accord. Sans transition, une dizaine d'étudiants ont été blessés mercredi dernier suite à l'explosion d'une bombe dans un amphithéâtre à l'université de Boya, dans le sud-ouest de notre pays, l'une des régions secouées par une crise sécuritaire depuis 2016. C'est la 3e explosion dans cette ville, justement, en l'espace de 3 semaines. En septembre dernier, le mois de septembre, le porte-parole de l'armée camerounaise avait annoncé une nouvelle étape dans la guerre que l'armée mène contre les séparatistes dans le Nozo. Les actes de barbarie se poursuivent sans réel changement et efficace. C'est la thématique de ce matin. C'est la première question que je vais poser, n'est-ce pas, à Jean de Dieu Haïssi. A-t-on déjà franchi, n'est-ce pas, la ligne du terrorisme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest? Monsieur Bokolo, je vais dire des choses qui ne sont pas habituellement entendues. Je porte les lunettes théoriques de l'impérialisme constructiviste. Johan Galton, qui a créé ce concept, qui a donné des orientations du constructivisme, explique que le monde entier fonctionne comme une vaste jungle aquatique où apparemment tous les poissons ont le droit de nager dans la même eau. Sauf que les naïfs et les innocents oublient que les gros poissons conservent leur droit, leur prérogative essentielle de se nourrir des petits poissons. C'est ainsi que le monde fonctionne. C'est ces lunettes-là que je porte pour essayer de me débarrasser des termes que nous entendons au quotidien. Terrorisme, islamisme, tout ça là. C'est trop de propagande. Lorsque le Cameroun reçoit les premiers assauts de sa déstabilisation, il y avait eu les prises d'otages. On nous parlait d'une famille Tanguy Mounier qui se serait rendue à Ouaza pour se balader alors que les enfants devraient faire l'école ici au lycée Coulanges, Justin Coulanges, à Yaoundé. Et on nous racontait par une narration compliquée venant de Paris que 7 personnes ont été enlevées à moto. C'était trop compliqué. Après, on nous a raconté qu'une femme joufflue, une religieuse, s'est retrouvée dans une maison. Bref, elle était aussi prise en otage. Les sacs d'argent voyageaient. Vous pouvez écrire tout un livre à ce sujet. Et un jour, le chef de l'État camerounais a demandé à l'élite du Nord d'aller mettre fin à ces prises d'otages. Il m'avait été raconté que dans cet avion portant des élites,
il y avait une élite extraordinaire qui ressemblait à une certaine ambassadrice qui avait porté les tenues traditionnelles du Cameroun, mais qui était dans ce groupe d'élite du Nord. Je ne vais pas donner son nom pour des raisons de délicatesse diplomatique. Après, les médias occidentaux vous informaient qu'au nom de l'islamisme, les Boko Haram sont au Cameroun, précisément dans la région septentrionale du pays. Le Cameroun a résisté. L'armée camerounaise, qui mérite notre déférence et notre reconnaissance, a montré que le Cameroun peut résister. Le Cameroun n'est plus petit poisson. Il devient un poisson qui peut prendre de l'envergure. L'étape du septentrion n'est pas finie. On a eu quelques assauts belliqueux du côté de l'Orient camerounais, à l'est. On nous a dit qu'il y a les Séléka et les Baraka, les Antilles, tout ça là. Très compliqué. Ces noms-là sont toujours, nous les adoptons, ce concept qui nous vient de l'extérieur. Ça se fabriquait dans quel laboratoire, on n'en sait rien. L'État du Cameroun a résisté à cet autre assaut. Et puis vint brutalement une histoire telle que nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, ils sont mécontents. Il paraît qu'ils sont plus mécontents que les gens malades, affamés, misérables des Boumzout. Parce que ceux des Boumzout parlent français. Et comme eux, ils parlent anglais, ils sont trop mécontents. L'histoire du nord-ouest, les anglophones sont en colère. Alors qu'en fait, mais des indicateurs précis. On vous dit qu'il y a Ayoub Tabé qui a vendu, qui veut vendre ceci à une société canadienne, etc. En fait, lorsque vous nous appelez aboyeurs et brailleurs, nos yeux de la nuit, nos yeux du sommeil, nous permettaient de voir qu'il n'y a rien qui signifie terrorisme, rien qui signifie islamisme, rien qui signifie Boko Haram ou anglophone, crise anglophone, colère anglophone. Il n'y a que le Cameroun est visé par une vaste industrie du mal qui est constituée des acteurs exogènes qui entrent justement en concubinage incestueux avec des acteurs endogènes. La visée principale, c'est la fabrication des rebelles et des insurgés pour qu'on obtienne un exemple illustratif, un Benghazi au Cameroun. Et les Camerounais ont eu la chance d'avoir observé le processus de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et surtout, tous les Camerounais se sont éveillés en mentalité en observant ce qui se passait avec Muammar Kadhafi à Benghazi. Les Camerounais n'ont pas encore accepté de se constituer en rebelles et en insurgés. Sinon, les mercenaires qui sont installés, je parle de mercenaires ici parce que lorsqu'il fallait fabriquer l'État du Biafra, vous n'étiez pas encore né, c'était en 1969-70, on a installé les mercenaires, les hommes armés, les bombes d'énards, etc. Ça fait 2 millions de morts. C'est le même processus. Donc les mercenaires sont installés, les sacs d'argent circulent, les caisses de résonance sont en mouvement, les ONG, comme vous les appelez. Donc, conclusion, on a franchi la ligne du terrorisme dans ces régions-là. On change juste les méthodes de déstabilisation. Au moment où nous parlons, parce qu'au départ, on disait que c'était les flèches. On vous montrait à la télévision les armes des flèches, etc. Mais vous avez vu qu'il y a une évolution. Les armes sophistiquées sont arrivées. C'est-à-dire une arme qui est capable de brûler, de faire exploser tout un blindé camerounais. Et maintenant, comme l'armée camerounaise est forte, comme la résistance camerounaise est forte, comme les méthodes du régime sont également fortes, la défense est forte, on peut donc utiliser les instruments de terreur. C'est-à-dire, on dépose les grenades, on dépose les bombes pour inquiéter la conscience nationale. D'accord. Et inquiéter nos enfants. C'est la même question, hein, Jean-Michel. A-t-on déjà franchi la ligne du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays aujourd'hui? Bien, sans trop ajouter sur ce que le grand frère a déjà dit sur la genèse de ce conflit, je peux simplement dire qu'on a déjà franchi la ligne du terrorisme parce que lorsqu'on essaie de décomposer le mot terrorisme, il y a terreur. Donc terrorisme, ce n'est pas une simple appellation de fait, c'est le résultat d'une constatation d'un mode opératoire. Donc cela signifie que quoi? Une fois que vous utilisez des méthodes telles que les enlèvements,
les exécutions, les demandes de rançon, l'utilisation d'engins explosifs improvisés, vous êtes terroriste, quels qu'en soient les mobiles, quelle qu'en soit la légitimité de vos revendications. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le degré qu'on veut qu'on atteigne pour qu'on constate et qu'on tire vraiment les conclusions que nous sommes en face des frères qui ont décidé d'adopter des méthodes terroristes. Donc aujourd'hui, c'est aller plus loin. On pose déjà des bombes dans des universités. On jette déjà des petites grenades dans des taxis en train de rouler. Ça, c'est du terrorisme pur et simple. Donc, on n'a pas besoin de chercher le midi à 14h. Nous sommes en plein pied dans une guerre entre l'État et les groupes terroristes. Voilà, le temps de dire bonjour et de souhaiter la bienvenue à Fabien Bobo qui vient de nous rejoindre. Fabien, bonjour. Bonjour à votre riche panel, bonjour à vos techniciens qui nous permettent de parler. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont disséminés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Je vais vous poser la même question. Hein. Ça sera une question, n'est-ce pas, culte, puisque c'est la première thématique de cette journée. A-t-on déjà franchi la ligne du terrorisme dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je crois que mes prédécesseurs ont surabondamment dit beaucoup de choses. Dès lors qu'un homme prend les armes contre son pays, eh bien, c'est un terroriste. On ne combat pas contre son pays, on combat pour son pays. Alors, quand on prend les armes, on tue les gens, sous prétexte qu'on revendique, on décapite les femmes, on pose les bombes, on tire sur l'armée de son pays, on est un terroriste. Aucun pays au monde ne peut accepter cela. Voyez-vous, même les pays les plus avancés, les États-Unis, la France et bien d'autres pays, vous n'avez jamais vu qu'ils ont toléré un seul instant un citoyen qui appelle les armes contre sa propre nation. Ce sont des terroristes, tout simplement. D'accord. On dit bonjour également à Alphonse Mbega, qui fait son entrée. Bonjour, Alphonse. Bonjour. Comment vous allez? Bienvenue. Bien, merci. Et désolé pour le léger retard, pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté. Merci pour l'invitation. Pour que ça soit équilibré, hein, c'est la même question. A-t-on déjà franchi à la ligne du terrorisme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ces deux régions-là? Il y a du terrorisme naturellement, puisqu'on parle ici de terreur. Chaque fois, comme disait mon prédécesseur, lorsqu'il y a déjà tuerie volontaire, telle qu'on voit, donc cela crée une situation de terreur, effectivement. Et bon, dans le langage géostratège, on associe cela au terrorisme. Mais maintenant, les qualifications qu'on peut en donner peuvent dépendre des différentes convictions qu'on puisse en avoir par rapport à cela, parce que ça pourrait également rejoindre une idéologie simplement de propagande pour faire passer un certain message, parce que qui est terroriste, qui ne l'est pas, et comment on qualifie le terrorisme. Mais si on part sur le plan du droit, le plan légal, par rapport à la loi de 2014 notamment, donc on est clairement dans le contexte camerounais, dans ce qu'on appelle du terrorisme. D'accord. Jean de Dieu, ici, c'est vrai que vous avez essayé de parler tout à l'heure de ces armes-là. D'où peuvent venir les armes de plus en plus lourdes aujourd'hui dont disposent les séparatistes? D'abord, il faut rappeler que la vaste industrie d'armement au monde a des objectifs précis. On ne fabrique pas les armes pour venir tuer les hérissons à Ebomzote les manger. Le trafic des armes, des enjeux sont élevés. Les enjeux qui sont visibles, même s'ils ne sont pas avoués, c'est que le monde occidental, principalement, dans le processus, vous voyez, je vais le citer, je ne vais pas indiquer un pays, mais le monde occidental, à l'État, produit environ 74% d'armes lourdes. Et le premier enjeu, c'est l'enjeu impérialiste, la reconquête de l'Afrique. Le deuxième enjeu, c'est que quand on a fabriqué les armes, un frère me rappelait que c'est comme un menuisier qui fabrique les cercueils. Sa prière de chaque jour
est qu'il y ait des morts pour que les cercueils soient vendus. Si vous êtes morguier, vous avez pour travail recevoir les macabées et les conserver. Alors lorsque vous produisez des armes, il faut que cette industrie, pour qu'elle résiste au capitalisme, il faut qu'elle soit prospère. Donc, premier enjeu, l'enjeu géostratégique, l'enjeu impérialiste, la reconquête. Et pourquoi il faut reconquérir l'Afrique, qui a été déjà balkanisée? C'est des valeurs du sol et du sous-sol. Donc, la question, à qui appartiennent ces armes sophistiquées? À ceux qui veulent maintenir le Cameroun comme simple colonie, à ceux qui veulent exploiter les terres rares du Cameroun. On les a enregistrés au total 355, les consultants venus de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. On a fait la recherche et au Cameroun, il y a, on appelle des terres rares, des minéraux qui ont une importance essentiellement géostratégique. Donc, les propriétaires des armes, on ne peut pas les connaître, ils n'ont pas de nom, mais notez que c'est des producteurs, les vastes industries d'armement, ceux qui programment organiser le monde à leur manière, ceux qui estiment que l'Afrique doit demeurer, là je parle comme le chancelier Helmut Kohl avait donné une ligne de fonctionnement du monde. C'est vous qui avez les concepts de nouvel ordre mondial, etc. Comment gouverner le monde? L'Afrique doit demeurer un vaste marché plutôt, un vaste marché de consommation des produits manufacturés. Au même moment que cette même Afrique doit demeurer un vaste marché de récolte de la matière, c'est-à-dire des minéraux de haute technologie. Donc c'est un champ de bataille, l'Afrique. Alors l'Afrique devient donc tout simplement un champ de bataille. L'Afrique devient, on appelle ça en diplomatie ces derniers temps, l'Afrique utile. Parce qu'il y a une Afrique inutile. L'Afrique inutile est celle qui a été surexploitée, avec beaucoup de guerres, comme la Somalie. Et après, on rit de la pauvreté, de la misère, des gens qui ont la maladie, etc. Maintenant, l'Afrique utile est celle qui est comme le Cameroun, avec beaucoup de minéraux en réserve. Qui est comme le Cameroun, la porte d'entrée et de sortie du golfe de Guinée. Le Cameroun est une Afrique utile. Il faut bien que vous le disiez à haute voix pour que tous les Camerounais se rendent compte que nous sommes visés par toutes ces déstabilisations parce que nous sommes une Afrique utile. Il faut dire ça parce que les Camerounais, quand on va à l'extérieur du pays, là on se rend compte que on a un grand pays. Parce que le développement n'est pas tout simplement la transformation technologique de ce que vous avez comme matériel. Le développement humain doit précéder les autres développements. Développer les Camerounais en leur disant la vérité, comme vous êtes là. Vous avez une mentalité qui doit grandir davantage. Vous avez beaucoup de richesses du sol, du sous-sol, etc. Envoyer des enfants connaître que nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique. C'est ça qui est l'essentiel. Donc, l'Afrique utile est visée par la déstabilisation, la reconquête, l'exploitation. Et vous n'avez qu'à ouvrir les yeux. C'est pour ça que moi j'ai porté les lunettes de l'impérialisme constructiviste pour comprendre votre question, vous aurez une réponse. Qui envoie des armes et des mercenaires pour déstabiliser? Tournez-vous et voyez. Si vous voulez, je cite quelques puissances qui sont en compétition en Afrique, les États-Unis d'Amérique, la France par exemple, et la Chine est venue là, ça fait une compétition commerciale, économique, etc. Voilà. Même la Russie, hein, il faut. Oui, la Russie s'avance progressivement. Fabien Bobo, avec ce qui s'est passé récemment, n'est-ce pas, mercredi dernier à l'université de Buea, est-ce que les étudiants de cette université peuvent-ils encore venir, n'est-ce pas, au campus dans la sérénité, malgré, n'est-ce pas, l'enquête qui a été ouverte? Est-ce que l'école doit s'arrêter justement de ce côté-là? Non, l'école ne doit pas s'arrêter, mais je crois que la peur y est. La peur y est parce qu'on ne va pas à l'université pour recevoir les bombes. On va à l'université pour recevoir le savoir. Et lorsque les bombes y entrent dans un campus, je crois que c'est très inquiétant. Mais je crois que les forces de l'ordre et le gouvernement de la République ils prendront tout ce qui s'impose pour essayer de filtrer les entrées des universités du Cameroun et d'autres institutions de la République. Je crois que, comme le disait ici tout à l'heure,
le Cameroun, c'est un champ où les gens veulent venir prendre ce qu'ils ont déjà pris ailleurs. Et on sait très bien que quand on lit l'histoire de cette guerre du Nozo, on sait très bien que c'est le pétrole de Bakassi, puisque le golfe de Guinée reste l'endroit où se trouve véritablement la manne d'or. Tu sais que, enfin, tout le monde sait qu'en Guinée équatoriale, ils sont allés déjà exploiter là-bas, et c'est presque fini. Il faut donc maintenant remonter et venir s'accaparer de Bakassi, qui est pour le Cameroun une mine d'or en termes de pétrole. Et nos frères du Nozo qui ont compris que c'est un enjeu important pour le Cameroun, mais se sont précipités à aller faire des concubinages incestueux avec l'ennemi qui aujourd'hui arrive donc pour venir déstabiliser notre pays. Et ici, là, c'est bien dit, il faut que les Camerounais sachent que nous sommes un pays important, que nous sommes un pays qui a des richesses et que tout ce qui se passe là, c'est comme on le dit souvent, diviser pour mieux régner. Voilà, Alphonse, y a-t-il usage de nouveaux armements qui concentrent un changement de paradigme dans les opérations en cours dans ces régions? Pardon, vous pouvez reprendre la question? Je demandais y a-t-il un usage de nouveaux armements, de nouveaux armements qui concentrent un changement de paradigme dans les régions? Naturellement, on ne peut que le constater. Je pense que le constat a été fait il y a quelques mois de cela, notamment avec l'usage de plus en plus, notamment d'un nouveau type d'armement, de plus en plus sophistiqué, qui, justement, le terme m'échappe, mais vraiment, il y a une différence aujourd'hui avec le matériel militaire ou rudimentaire qui était utilisé avant. Donc il y a effectivement comme une montée en puissance dans les armes qui sont de plus en plus utilisées. Mais maintenant, moi, je ne voudrais pas que nous restions un peu dans une perspective d'analyse minimaliste de cette crise. Pourquoi je le dis? Parce que vouloir réduire chaque fois ce qui nous arrive, n'est-ce pas, en renvoyant la responsabilité aux Occidentaux qui seraient à la manœuvre, n'est-ce pas, comme s'ils manipulaient des marionnettes ici pour faire réaliser leur agenda. Je trouve que c'est assez réducteur. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité qui est la nôtre, d'abord. Et il faut le reconnaître. Parce que je ne vois pas logiquement, quand vous êtes dans votre maison, c'est-à-dire, je prends un exemple trivial, quand vous êtes dans votre maison, dans votre foyer avec votre épouse, n'est-ce pas, comment le voisin réussirait à venir instrumentaliser votre épouse, n'est-ce pas, quand vous n'avez pas laissé une certaine porte ouverte? Est-ce que vous comprenez un peu? On ne peut pas logiquement ignorer et réduire un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été notamment à l'origine, n'est-ce pas, et aujourd'hui à l'enlisement de cette crise, au nom de ce que des gens étaient simplement là à attendre. Parce qu'on est quand même 60 ans après les indépendances. On est quand même 30 ans après un certain nombre de choses que nous avons nous-mêmes dit que nous mettrons en place, notamment, prenons le cas de la décentralisation, n'est-ce pas, qui est une manière, une méthode de gouvernance qui permette à ce que les populations, à la base, puissent être plus proches de ceux qui gèrent les ressources auxquelles ils sont associés. Mais tout ceci a généré tout un ensemble de frustrations qui, logiquement, n'est-ce pas, ont trouvé un terrain favorable, justement, à ces vendeurs d'illusions, n'est-ce pas, qui sont venus instrumentaliser. Parce que je vois mal, cher ami, un homme, n'est-ce pas, qui prend soin de son épouse, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui lui apporte le nécessaire qu'un mari apporte, voilà, sa famille, et que celle-ci serait tentée, n'est-ce pas, à la vue du premier venu, parce que celui lui présenterait des biais plus violets, à son âge, elle réfléchirait à plusieurs reprises. Mais je veux dire qu'au fond, il faut quand même se dire, et ne pas balayer du revers de la main, vous dire non, c'est les Occidentaux. Oui, et moi je dis, c'est de bonne guerre. Ça, on nous a appris en philosophie que les gros poissons mangeaient les petits. C'est-à-dire que sur le plan du droit international, sur le plan géostratégique, nous savons qu'il n'y a pas d'État ami, il n'y a pas de pays ami. Ce ne sont que des pays d'intérêt. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à ce que quand la France vienne ici, là, qu'elle vienne faire pour vous ce que vous-même vous êtes censé faire. Moi, je vais prendre un exemple tout à l'heure, seulement pour arriver ici, au niveau du 10e arrêt partant de Kouaban ici. Mais ce qu'il y a là,
vous n'allez pas dire que c'est les Français qui vont, ou les Américains ou les Russes qui nous empêchent d'avoir des routes convenables dans notre cité. Ça fait partie de notre gouvernance et que nous décrions. Et parfois, peut-être que les gens n'ont pas la même attitude pour revendiquer, n'est-ce pas? Mais je veux dire que, pour moi, je trouve que c'est assez réducteur et c'est minimaliste, n'est-ce pas, de vouloir se dire simplement que les revendications dans le NOZO, n'est-ce pas, qui ont entraîné cette crise, qui s'enlisent aujourd'hui, sont du fait simplement des gens qui sont restés là comme des marionnettes qu'on est venu manipuler. Et maintenant, ça prend ça prend justement une autre tournure, je dis bien malheureusement, qu'il faut décrier et qu'il faut dénoncer, que justement, parce que les gens ont trouvé terrain favorable, n'est-ce pas, ils peuvent venir s'accrocher dessus et évidemment faire passer un certain nombre de choses, non seulement comme Jean de Dieu a ici le disait tout à l'heure, n'est-ce pas, pour vendre les armes, n'est-ce pas, mais également pour pouvoir saisir l'occasion pour s'accaparer d'un certain nombre de ressources. Mais aujourd'hui, nous parlons de terrorisme. Mais et si par malheur, je dis bien, et si par malheur, demain, il arrive une situation de sécession où un état d'Ambazonie est déclaré et reconnu par l'ONU, ce sont ces terroristes, ceux qui sont qualifiés de terroristes aujourd'hui, qui seront un pays reconnu demain, qui aura tous les droits de rapports diplomatiques. Donc il faut que nous fassions attention. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Je reviens nous vers vous. Nous sommes dans la discussion intellectuelle, elle est dynamique. Je voulais juste... oui. Je voulais avoir quelques secondes. 5 ans pour... Oui, pour ne pas perdre le fil des idées. Le frère a fait une analyse extrêmement pertinente, mais malheureusement, il découvre qu'il y a la réduction et le minimalisme en moi. Que non. J'ai répondu à une question. D'où viennent les armes? Et les armes sophistiquées. Qui peut les utiliser ici? Si vous répondez à cette question, j'ai dit les armes viennent du monde occidental. Et ces armes sont utilisées pas par les gens du village, par les mercenaires formés. Et à sa conclusion, il donne déjà une idée qui n'est pas mauvaise, en tout cas, qui n'est pas nouvelle. Lorsqu'ils vont décider de diviser le Cameroun pour créer un petit État, comme on a voulu créer le Biafra en 1969, on aboutira à cette conclusion. Mais il faut que je dise clairement ce que je pense. Nous sommes conscients, nous tous, que nous avons nos tares et avatars en relation avec notre gouvernance. Ce qu'on peut décrire chez mes frères et sœurs qui parlent anglais, on peut le décrire à Ebomzout, en Dongelang et partout. De deux. Donc, nous sommes d'accord. Et même parfois pire. Et même parfois pire. Donc, lui et moi, on est d'accord que, au nom de nos propres faiblesses, faiblesse de gouvernance, faiblesse de proaction, on peut avoir cet aboutissement. Mais, dites clairement aux Camerounais, aux Africains, on a vu, moi j'ai eu la chance de faire un voyage en Libye. Muammar Kadhafi avait donné l'essentiel à sa femme. Mais ces gens sont allés avec des biais qui ont voulu tromper la femme de Kadhafi. En vérité, bon, je prends son image, pour déstabiliser les petits pays africains, monsieur. Si on reste si on fait le bavardage médiatique pour faire plaisir aux diplomaties, ça devient très compliqué. Il faut que nos enfants comprennent ce que nous vivons aujourd'hui. La déstabilisation de nos pays passe par deux acteurs principaux. Les acteurs endogènes profitant de notre gouvernance, profitant de cela. Et les acteurs exogènes qui veulent prendre les terres rares, qui veulent prendre, c'est organisé. C'est pour ça que les armes, on ne profite pas pour vendre les armes. Les armes. C'est programmé pour, comme vous venez de dire, on peut décider demain matin, là où vous connaissez certainement, que on va couper, comme on dit au quartier, on va diviser le Cameroun et fabriquer un État. Et 2 jours après, on dit que nous reconnaissons cet État-là. Ça n'a pas réussi au Biafra. Mais si on parle comme si, oh, ce sont nos frères qui sont très en colère, la genèse, là où vous et moi, on joue la même balle. Les touches différentes. La touche de balle que moi je touche, c'est que je ne parle pas de terror sans ce terrorisme, islamisme, etc. Je parle, c'est ça que j'ai dit, je porte les lunettes constructivistes. C'est l'impérialisme, la reconquête de l'Afrique, la brutalisation de l'Afrique. C'est ça, il ne faut pas refuser de le dire. En 1885, quand on a décidé de balkaniser l'Afrique, nous n'y étions pas, c'était contre nous.
Voyez-vous? Et le processus est simple. Je l'ai dit, je l'ai rappelé. Helmut Kohl, le chancelier, il a dit, il ne faut surtout pas que l'Afrique s'industrialise. Il faut que l'Afrique demeure un vaste champ de récolte de minéraux et un vaste marché de consommation des produits manufacturés. Mais pourquoi nos intellectuels refusent de dire quand même la vérité à ceux qui vont être héritiers du délire à laquelle nous Jean sommes? de Dieu, je reviens à vous, le temps de passer la parole justement à Jean-Michel Monneyer. Comment comprendre cette montée en puissance, n'est-ce pas, des groupes terroristes, surtout dans ces régions dites anglophones? Bon, disons simplement que le contexte leur est favorable. On ne va pas rentrer dans les considérations historiques et géostratégiques comme vient de développer les frères panélistes. Bon, ils ont des sources de financement. Ça rejoint la question que vous avez posée sur l'origine des armes. Déjà que le voisinage du Cameroun n'est pas propre. On a une Centrafrique qui est presque à terre, où les armes circulent facilement. On a un géant économique qui est le Nigeria, qui fabrique les armes. Et les informations récentes que nous avons, c'est que les engins explosifs improvisés viennent majoritairement du Nigeria. Donc, ils ont donc plusieurs sources de financement. Premièrement, la diaspora. Il y a une diaspora que je peux dire radicaliste à Baltimore, au Canada, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Ils ont des sources de financement locales, c'est-à-dire ils pensionnent leur diaspora interne, qui est obligée d'envoyer un peu d'argent pour qu'on ne brûle pas la maison au village. On est obligé de payer pour faire honorablement les obsèques d'un proche. Donc la diaspora intérieure de ces deux régions souffrent de cela, donc ils ont suffisamment, et encore, il ne faut pas l'oublier, de temps en temps, ils réussissent quelques coups d'éclat, comme on a vu à Andok. Quand ils ont réussi à brûler deux gros véhicules de l'armée camerounaise, ils ont récupéré des armes sophistiquées qu'ils ont eu le temps d'exhiber. Donc, en un mot, ils ont plusieurs sources de financement. Ils ont des jeunes, pour la plupart, bon, on va dire, il y a des jeunes qui aiment la vie facile, parce que là-dedans, on a deux types de revendications. Il y a ceux qui sont réellement là pour l'amélioration des conditions de vie de leur peuple, qu'on pourrait taxer de politique, dont la plupart est en prison aujourd'hui, les Ayoub Tabé et tout ça. Certains sont en exil. Mais il y a donc une autre génération, une autre catégorie qui profite de la situation, qui n'est pas loin du banditisme. C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui était mototaximan, pêcheur, qui était un employé de la CDC. Il devient subitement un général, un colonel, où il peut taxer une famille de donner 10 millions, 2 millions. Il peut recevoir de la diaspora un financement. Donc, c'est pour eux une source de promotion sociale. C'est pour ça que ça complique même la chose. Okay. D'accord, Fabien Bobo, justement, la montée en puissance des groupes terroristes freine-t-elle ou modifie-t-elle la stratégie mise en place là-bas par l'armée camerounaise? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur les propos d'Alphonse, qui estimait que Aïssi et moi avons fait une analyse où on avait tout remis sur le dos de l'Occident. Non, c'est vrai que quand on regarde notre vie à l'intérieur, nous avons des problèmes. Il a fait allusion à la route de Nkouaba, Aïssi faisait allusion à la route des Bomzout et tout, je connais, la Lekié, qui est d'ailleurs un bastion qui a tout donné à ces pays, en termes d'élections et tout. Mais quand vous parcourez la Lekié, ce n'est pas vraiment un département qui reçoit ce qu'il donne. Donc tout le monde peut se lever, tout le monde peut revendiquer. Il y a l'Est, par exemple, qui est l'une des régions pourvoyeurs des richesses du Cameroun. Vous voyez l'état de l'Est. Mais je crois que, je l'ai dit au début de mon introduction, lorsque vous voyez les origines de la crise du Nozo, mais les gens sont allés traiter avec des institutions à l'étranger, dire que bon voilà, nous on a des richesses, nous voulons être un État. Lorsque l'Amazonie arrive, mais ils ont un drapeau déjà, ils ont des passeports, ils ont. Donc ce n'était pas un truc au hasard. Et on ne fait pas ça si on n'a pas des appuis
à l'extérieur, avec des gens avec qui on dit, bon voilà, si on devient un État, on va cheminer ensemble, voilà ce qu'on va vous donner, voilà ce qu'on attend de vous, ainsi de suite. Donc, il faut le dire, et ici il est insisté tout à l'heure, il faut le dire à nos enfants que l'Occident a toujours l'œil en Afrique, parce qu'ils savent que l'Afrique est un berceau de la richesse. On voit en RDC Congo comment un pays aussi riche peut être aussi pauvre en même temps, et ça fait des millénaires, ça fait des milliers d'années, je voulais dire. Donc pour dire que les stratégies de l'armée, pour répondre à votre question maintenant, les stratégies de l'armée, non, l'armée est en train de prendre même déjà le dessus sur cette guerre-là. Moi je crois qu'il faut féliciter le chef de l'État qui n'a pas voulu utiliser la force brute dès le départ. Parce que imaginez-vous si le président avait ordonné à la force de 3e catégorie d'aller au Nozo. Je crois qu'on aurait fini avec cette affaire depuis. Mais ne voulant pas se passer pour quelqu'un qui tue ses propres populations, il a mis la pédale douce pour essayer, et en même temps en tendant la main aux gens. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des camps, ceux qui veulent sortir de la brousse, on vous tend la main et puis vous intégrez les camps et vous devenez des citoyens normaux comme tout le monde. Donc, je crois que l'armée est sur la bonne voie d'en finir avec ces terroristes. Et je crois aussi que l'État reste ferme dans sa position. Il n'y aura pas deux Cameroun, il y a un seul Cameroun. Et je crois que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alphonse, plus de 4000 nouveaux déplacés internes. La situation humanitaire est très préoccupante dans ces régions. Oui, ça va de soi. Je pense que c'est la conséquence logique de ce qui s'y passe. Et c'est bien malheureux parce que c'est une situation déplorable qui, de plus en plus, justement, interpelle justement à une solution finale. Je suis désolé, hein, mais j'ai peut-être un peu cette faiblesse de me dire toujours, parce que, vous savez, peut-être contrairement à ce que mon frère Jean de Dieu disait tout à l'heure, mon intention n'était pas de minimiser peut-être que leur analyse. Non, mais ce que je suis en train de dire, que pour moi, c'est simplement qu'on peut trouver facilement des excuses quand il y a une situation. Là, moi, je suis d'origine Béti, et on dit chez nous que la mort a toujours une cause. C'est-à-dire que quand il y a un cadavre, il faut toujours trouver qui est responsable pour dire que quelqu'un a tué. Donc, en réalité, mais ce que je vais évoquer, c'est qu'il y a des situations. Parce que cela, pour ne pas rester enfermé dans le carcan du thème qui est le nôtre, mais je veux dire que si nous parlons de manière tout à fait logique, en 2019, s'est tenu le grand dialogue national, duquel un certain nombre de recommandations ont été prises. Et récemment encore, le Premier ministre faisait le tour dans les régions du Nord-Ouest, et notamment un certain nombre, on se rend compte que justement parmi ces recommandations, notamment l'implémentation de certaines qui, ma foi, auraient peut-être été des facteurs pour pouvoir booster justement, pour aller vers une situation d'accalmie, ce qui n'est pas encore effectivement le cas. Et je dis, moi je le dis en tant que citoyen camerounais, que c'est une situation que nous devons décrier et dénoncer. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, grand frère Bobo, logiquement nous dire que non, les routes sont mauvaises à Ebomzout. Elles sont aussi mauvaises à Zili, c'est chez moi. Et puis moi je reste, comme je me dis, comme ça ne va pas là-bas, j'accepte de rester comme ça. Moi je peux avoir un tempérament où je dis non, moi je ne peux pas continuer de se rouler sur une route comme celle-ci. Je vais revendiquer, j'estime que c'est mon droit légitime. Et je pense en tant que citoyen, c'est tout à fait normal. Il est inconcevable, nous sommes à quelques jours de la Cannes. Quand vous roulez encore dans la ville de Yaoundé seulement, vous êtes tous témoins qu'on constate un certain nombre de choses. Et ça, on est là dans les environs de la poste centrale. Ce n'est pas une image qui est bonne pour notre pays. Nous ne devons pas nous en contenter ou nous en réjouir, simplement pour nous dire que non, ce n'est pas pire chez nous qu'ailleurs. Et justement, c'est souvent ça qui est le problème. Qu'on essaye de se contenter du minimum. On a mis en place, parce qu'il y a un certain nombre de mesures, de choses qui ont été décidées par le gouvernement, n'est-ce pas, qui auraient pu être déjà mises en œuvre, mais qui ne le sont pas. Pour quelles raisons? On n'a pas toujours l'explication rationnelle et logique. Vous comprenez un peu? Et ça crée naturellement un sentiment de frustration. Vous savez, il y a beaucoup même qui estiment, je me rappelle encore, parce que
permettez-moi d'aller un peu dans tous les sens. Hein. Regardez la situation en Guinée équatoriale. Nos frères qui sont rapatriés, vous direz non, ce ne sont pas que des Camerounais, mais il s'agit quand même du Cameroun, la locomotive de la CEMAC. On ne peut pas accepter que nos concitoyens soient traités d'une certaine manière, ici en Guinée équatoriale. Mais il faut ouvrir la bouche pour pouvoir le dire. Mais ce sont des choses que finalement, pour un pays que les dieux ont si grandement béni, qu'on soit là à se contenter toujours des choses en nous disant, en trouvant l'excuse que non, ailleurs ce n'est pas toujours. Mais je pense que non, on peut faire mieux. Et c'est à ce niveau que moi je dis que non, on n'a pas forcément besoin de ça, parce qu'on n'a pas besoin que les gens partent de leur village là-bas pour venir remplir ce côté-ci du pays, parce que justement ils ne peuvent pas vivre paisiblement là-bas à cause de ce qui s'y passe. Hier encore j'ai appris, apparemment 8 de nos valeureux soldats et policiers sont tombés lors d'une attaque. Voilà, après ce qui s'est passé vendredi, une petite fille qui a été malencontreusement abattue. Vous voyez, ce sont des choses qui sont, vous comprenez un peu, ça c'est pas des choses qui contribuent ou qui amènent, n'est-ce pas, à la fin de cette crise. Et ça inquiète. Et le dire ne veut pas dire que nous voulons peindre en noir. Vous comprenez un peu la situation, mais simplement pour se dire, parce que je crois que c'est un analyste qui le faisait remarquer. Vous savez, on en arrive déjà au Cameroun à la banalisation de l'humain. C'est-à-dire que ce qui est censé être noble, qu'on doit pouvoir défendre avec armes, n'est-ce pas? Finalement, on se dit non, il faut l'accepter comme ça, c'est pas forcément mieux ailleurs. Et moi, je dis non, en tant que citoyen, et notamment en tant qu'activiste des droits de l'homme, moi, je n'accepte pas cette situation, parce que je me dis que quand on peut avoir mieux, n'est-ce pas, on ne peut pas se contenter de ce qui est bien. D'accord. Jean Dieu, ici, y a-t-il eu vraiment réajustement dans le mode d'intervention militaire dans ces régions? Alphonse, je crois qu'il vous a donné une bonne réponse à ce sujet. On est parti, on nous présente à la télévision les flèches pour faire croire à la communauté internationale, j'utilise aussi vos concepts, que c'est les villageois qui sont en colère. Regardez la qualité de leurs armes. On appelle ça les indicateurs anthropologiques. Alors, le nouvel indicateur anthropologique qui apparaît, c'est ce que Alphonse vous a fait savoir, qui est visible. Des armes sophistiquées que vous et moi ne pouvons pas utiliser. Si vous n'êtes pas qualifié, vous et moi, on est qualifié à parler vers les microphones. Je soupçonne que vous n'êtes pas qualifié à porter les armes qui sont dans notre territoire en ce moment pour tuer les hommes. Ces armes-là, pour les porter, il faut être mercenaire. C'est-à-dire on est formé quelque part. Et je le dis avec conviction. Alphonse et moi, nous disons tous ici la même chose. Quelle est la touche qui diffère? J'enseigne aux enfants qui nous écoutent que pour expliquer la guerre qui s'est installée au Cameroun, partant de l'extrême nord, a voulu faire escale à l'Orient Cameroun, s'est stabilisé pour tuer les hommes au nord-ouest et sud-ouest. Il ne faut pas expliquer ça avec les colères qui concernent tous les Camerounais. Le jour qu'on parle de la mauvaise gouvernance, vous voyez que moi je suis violent. Je dénonce nos détournements des deniers publics. Je dénonce notre corruption. Je dénonce la mentalité de sous-développement qui nous caractérise tous. Ça, c'est notre débat. Mais si vous prenez ça pour aller dire ce que vous voyez au nord-ouest et sud-ouest là, la raison est, voici le cadavre. Le cadavre l'a tué à cause de ceci. Non, mais non, ça ne sera pas vrai. Ça n'est pas vrai. À mon microphone ne passe pas. Allez-y, allez-y. Hein. Voilà, merci Alphonse. J'ai dit clairement que nos problèmes à nous tous dans ce pays, les routes qui ont des problèmes, la gouvernance, les corruptions, etc. C'est un débat indépendant de ce qui s'est passé à Benghazi, de ce qui se passe en Centrafrique, de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, de ce qui s'est passé au Biafra. C'est un débat indépendant. Le débat d'aujourd'hui sur le nord-ouest et le sud-ouest enlever d'abord notre débat de notre sous-développement mental et matériel. Disons-nous les vérités. Que
le premier indicateur qui me donnerait raison est que on nous a présenté un frère qui était membre pertinent de notre RDPC. Il avait eu des problèmes, il est parti. Là-bas, il a conclu un marché de vente de dotations en minerais avec une société canadienne. Ce n'est pas ça. Voilà. Ayoutab, vous l'avez gardé en prison. La société qui les mange. Mais moi, je crois que c'est comme si je sortais de la Lune. Ce sont ces indicateurs qui me permettent de conclure que les forces exogènes qui convoitent nos richesses, qui veulent reconquérir l'Afrique, qui veulent rebalkaniser l'Afrique comme en 1885 à Berlin, ces forces exogènes-là, ces acteurs de ce que vous appelez l'ordre mondial, ils peuvent décider un de ces 4 matins de dire qu'on fabrique un petit État au nord-ouest du Cameroun. Et ces forces-là, pour réaliser ce vœu, s'appuient sur nos petites faiblesses et cherchent donc à impliquer la population locale en les fabriquant comme rebelles et insurgés. Et pour que ça marche, il faut donc les grands acteurs endogènes, comme Ayoutab. Comme, bon, je l'ai cité, bon, je lui demande pardon, il ne suis en prison, mais comme beaucoup d'autres acteurs, c'est eux que j'appelle acteurs endogènes. C'est ce concubinage qui donne les enfants aux grosses têtes. Merci Jean de Dieu de préciser qu'en s'appuyant sur nos faiblesses. Je le dis, oui, et ça est valable dans tous les pays au monde. Pour, si on avait les moyens de déstabiliser les États-Unis d'Amérique, on irait s'appuyer sur les gens que j'ai vus qui n'ont pas de domicile fixe. Voilà. On irait s'appuyer sur les gens qui sont obèses, qui ne sont pas traités et qui sont malheureux dans l'État du Texas et partout. Si vous voulez déstabiliser la France, mais vous irez vous appuyer sur la faiblesse de ceux qui portent les maillots jaunes. On les appelle les gilets jaunes, ils disent qu'ils sont mal. Ils ont faim comme ceux comme à ici, comme ceux de chez nous. Si vous voulez déstabiliser la Libye, vous irez vous appuyer sur ce que vous avez fabriqué à Benghazi pour dire que moi, il est dictateur, il ne respecte pas les droits de l'homme. On trouve toujours d'alibi. Lorsque vous venez chez moi, heureusement je ne vis pas avec les chiens, pour tuer mon chien, tu vas trouver les taches de peste sur le chien. On ne tue pas le chien sans raison. C'est comme on ne tue pas les autres. Donc on ne déstabilise pas un pays sans raison. Sans raison. Donc les prétextes, nos problèmes, nos mécontentements de chez nous au village. Mais c'est ça que les autres viennent exploiter. Et ils connaissent déjà notre mentalité. En Centrafrique, ils utilisent la caisse de résonance religieuse. C'est-à-dire que les chrétiens détestent les musulmans. Au Cameroun, on sait que nous avons les fibres émotionnelles. C'est-à-dire les anglophones, heureusement les Camerounais sont restés tranquilles. On pouvait aller doucement vers la guerre civile. Parce qu'on va dire, les bêtises étaient les Bamileke. On appelle ça les instruments anthropologiques de déstabilisation. Connaissant vos émotions, ce n'est pas ça. Donc il faut que les enfants qui seront héritiers, Monsieur Bekolo, quand vous me voyez insister, les enfants qui seront héritiers de notre malheur d'aujourd'hui doivent changer de mentalité et écouter les médias occidentaux avec une autre oreille. Avec beaucoup de réserves. Avec beaucoup de réserves. Lorsqu'on a dit qu'il y a enlèvement, prise d'otage, il faut prendre le recul et comprendre, on ne prend pas cette personne à moto. Ce n'est pas possible. Donc il faut réfléchir. Dites aux Camerounais de réfléchir et de ne plus gober les prétextes qu'on nous brandit pour justifier le crime international, l'exploitation de nos ressources. D'accord. Jean-Michel, l'explosion des bombes artisanales aujourd'hui dans les grandes métropoles est-elle une stratégie pour les terroristes et séparatistes de s'aimer la psychose ou le doute au sein des populations? C'est l'objectif. Quand on parle de terrorisme, on veut créer la psychose. C'est même le but visé en réalité. Parce que si on ne se sent plus à l'aise à Yaoundé, à Douala, ça va donner du crédit, ça va donner du poids à leurs actions. Mais je dis simplement que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation et a des moyens pour essayer d'endiguer la progression de ce mal. Parce que ce mal voulait même aller plus vite. Mais avec le changement de paradigme dont on parle aujourd'hui, on a l'impression que la peur a changé de camp. C'est plutôt les terroristes, les frères anglophones terroristes,
qui ont la peur dans le ventre et sont obligés de se cacher beaucoup plus dans la forêt. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il faut recentrer la question, c'est une stratégie. C'est même l'objectif qu'ils souhaitent atteindre depuis un certain nombre de temps. On a vu, dans le cadre de la guerre de Boko Haram au Nigeria, on a vu les grandes villes, les villes comme les Maïdougouri et tout ça, on a vu des bombes exploser, tuant des centaines de personnes dans des agences de voyage. S'ils arrivent à faire un coup médiatique pareil, vraiment, je suis sûr que même nous-mêmes ici, nous allons être impactés. C'est-à-dire même les déplacements dans des grandes métropoles vont être un peu limités. On aura vraiment peur. Je me souviens bien, je crois bien c'était à Biémassi, quelque part par là, où un engin explosif improvisé avait malheureusement explosé dans un bar. Vous avez vu la psychose que ça a créé parce que, ayant des gens de ce côté, les bars étaient vides le lendemain. Donc on aurait pu assister à un lockdown. Ils auraient même pu dicter le lockdown à distance. Donc c'est ça. Mais heureusement, les forces de maintien de l'ordre ont pu identifier le commanditaire. Et on peut le constater, les mesures strictes sont prises pour éviter que on ne change, on évolue encore dans un autre type, dans une autre forme d'intimidation dans la logique terroriste. Fabien Bobo, entre mercredi et vendredi, le sang a coulé dans le nord-ouest et le sud-ouest. On se pose la question aujourd'hui si ces régions sont encore sous contrôle de Yaoundé. Non, mais c'est évident, c'est évident. Je crois que quelqu'un a parlé des bombes qui explosaient au Nigeria. Est-ce que le Nigeria n'était pas sous contrôle de ces villes-là? Ça peut arriver. Je crois que les terroristes, comme le disait le frère tout à l'heure, veulent frapper des grands coups. Vous savez, dans une guerre, les gens veulent poser des actes qui font, qui les amènent à être à la une. C'est-à-dire que si je frappe l'université et qu'il y a 45 morts ou je ne sais pas moi 100 morts, ben ça crée une psychose et ça démontre que nous avons le dessus sur l'armée ou sur l'État. Non, je crois que c'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut seulement que l'État prenne ses responsabilités en intensifiant les contrôles, les barrages, en filtrant les entrées des grandes institutions comme les universités, les institutions publiques même d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y ait des machines. C'est-à-dire que quand vous arrivez, des scanners, comme à l'aéroport, par exemple, quand vous entrez, voilà, qu'on essaie de filtrer votre accoutrement. Parce qu'il y a des gens qui entrent avec des choses, des bombes sur eux. Et c'est à l'intérieur qu'ils vont les déposer, peut-être dans la nuit, peut-être dans la journée. Donc, il faut mettre ce type de machine partout dans les institutions. Je crois que le Cameroun contrôle encore, enfin, l'État du Cameroun est encore sous contrôle de tout ce qui se passe. Comme le disait ici tout à l'heure, si c'était aussi facile que ça, je crois que attaquer un pays sur deux fronts au même moment, c'est pas facile. Avec Boko Haram au nord, avec le Nozo là-bas, ils étaient convaincus qu'ils allaient fragiliser ce pays et qu'ils allaient le prendre. Et si nous sommes restés debout jusqu'à maintenant, ça fait 4 ans aujourd'hui, je crois bien. Je crois que l'État est sous contrôle et le chef de l'État met également beaucoup de moyens pour essayer de contrecarrer les vérités de l'ennemi. Voilà, c'est la question pour vous deux, parce qu'on va sortir un peu, n'est-ce pas, de cette première thématique. La guerre doit-elle être officiellement déclarée dans les deux régions pour qu'il y ait un retour de la paix? Écoutez, M. Lecol, je pense que ce serait beaucoup trop même d'ailleurs. On ne déclare pas la guerre contre son propre peuple. Et je pense que... On doit quand même accepter de continuer de voir les Camerounais qui tombent là-bas chaque jour, le sang qui coule à flot, comme si c'était de l'eau minérale ou alors de l'eau plate. Bon, accepter, je pense que là, vous savez, ce n'est pas une situation tout à fait plaisante. Elle n'est plaisante pour qui que ce soit. Mais nous constatons que le sang coule. Mais pour autant, je crois, avec sa finesse, tout à l'heure, Jean de Dieu le disait, comprenez un peu, parce qu'il est question ici, on ne peut pas, parce que là encore, vous allez avoir des vautours qui sont tapis dans l'ombre, qui viendront dire, voilà, il a déclaré la guerre contre son peuple, voilà, vous savez tout ce qui se passe. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'il faut
pouvoir peut-être apprécier la délicatesse avec laquelle, là je le dis vraiment à tout son honneur, peut-être le chef de l'État a pris la mesure de la chose pour gérer cette crise, même si, vous comprenez un peu, les actions menées, comprenez un peu, et les résultats escomptés ne sont pas concrets, mais il faut quand même reconnaître que nous vivons dans un contexte qui est difficile, et je veux dire, sur le plan global, hein, sur le plan international, et là il faut se le dire parce que, vous savez, j'avais un peu un sourire en coin tout à l'heure, quand on parlait justement de la Libye, et Jean Dieu qui disait Kadhafi qui avait tout donné à sa femme, comprenez un peu. Ah ouais. Sauf c'est le droit de l'homme. Non, peut-être pas, parce que qu'est-ce que vous appelez droit de l'homme? Parce que droit de l'homme, c'est manger à sa faim, être à bonne santé. Mais maintenant, vous comprenez, là où moi je veux en venir, c'est que je veux poser la question comme où étaient les pères de Kadhafi, ces pères africains? Vous comprenez un peu? Mais on a vu un Kadhafi qui était esselé et qui abandonné. Voilà. Et comme si, justement, pour des gens qui réfléchissent en se disant, parce que ne dit-on pas que quand la maison du voisin brûle, il faut faire attention à la vôtre, parce que vous ne savez pas par quel le feu peut se retrouver chez vous. Voilà. Et justement, on a eu un peu cette tendance, on se dit, ça ne nous concerne pas. C'est arrivé là-bas et puis, bon, comprenez un peu, mais qui s'en est vraiment indigné? Je veux dire, parmi les homologues de Kadhafi. Les gens ont continué. Et vous pensez vraiment que dans l'agenda, et je le dis, et ça vraiment je suis d'accord avec que ce soit M. Bobo, que ce soit M. ici là-dessus, il ne faut pas, et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas se mentir en pensant que les Occidentaux viendront à nous comme des amis. Non, mais il faut être, et ça disons-le à nos enfants, ils sont là pour chercher ce... Vous avez vu, on le voit d'ailleurs vous avez vu un esclavagiste qui va que la main française évolue au Mali, les autres sont le Nord. C'est pour ça qu'on dit que la liberté s'arrête. C'est-à-dire que vous n'allez pas attendre qu'ils vont vous dire que bon d'accord, le CFA là, on vous a assez exploité, vraiment, on vous laisse gérer ça comme vous voulez. On doit être solidaire face à... Justement. Et à ce niveau, donc, qu'est-ce que nous faisons pour ne pas permettre que justement on arrive à cette situation où des gens, justement, des ignorants, parce que je vais le dire, des ignorants qui sont des éléments endogènes, comme Jean de Dieu le disait, n'est-ce pas, qu'on peut venir utiliser et instrumentaliser afin de réaliser des coups d'éclat qui font à ce qu'on se retrouve justement dans cette psychose où on se dit qu'il n'y a rien à faire. Vous comprenez un peu? Amener une situation où on se dit la seule chose serait simplement que il y ait division. Et c'est ça qu'il faut décrire, c'est ça qu'il faut dénoncer. D'accord. Et s'il ne peut pas avoir une déclaration de guerre ouvertement, quel acteur ou quel dialogue? D'abord, je suis extraordinairement d'accord avec Alphonse. C'est que je vais noter le nom, je voulais dire monsieur, prononcer le nom de famille. Mbega. Monsieur Mbega. Parce que le nom de famille est très important pour moi. Moi, je fais anthropologie. Il est important parce que ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Puisque nous sommes partants. Dans 50 ou 60 ans, nous ne serons plus. Nous échouons parce qu'on nous a servi le mensonge. Nous n'avons pas eu le bon diagnostic. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui pour que les enfants qui nous suivent, qui fassent mieux que nous. Parce que ce que Bia, M. Bia et son régime font aujourd'hui, n'est-ce pas? M. Gbagbo disait l'autre jour qu'il faut créer des écoles de sagesse pour enseigner bien. Et il savait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il a écrit. Il n'a pas seulement dit, il a écrit. Je voudrais dire aux frères, quand il pose la question, où étaient les pères de M. Kadhafi. Kadhafi, il faut d'abord connaître pourquoi il meurt. Pourquoi les Occidentaux le tuent? En français simple. Parce que Kadhafi a eu une bonne idée. Avec les pères d'Afrique. Créer le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé. Et la prééminence institutionnelle et diplomatique de Yaoundé s'appelle bien. La banque centrale devrait avoir lieu à Abuja pour battre monnaie. Et vous savez que si l'Afrique bat sa monnaie, vous savez le reste. La monnaie qui est dans ma poche, qui est fabriquée à Chamalières, peut être fabriquée au Nigeria ou à Yaoundé. Parce que quand c'est fabriqué à Chamalières, ce n'est pas le but de votre. La dernière institution qui devait être à Sirte, c'est la Banque des investissements. C'est-à-dire que les trois institutions économiques et financières
devrait nous donner un peu de paix avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est pour ça qu'il faut le tuer rapidement. Et on nous a servi le mensonge. C'est pour ça que j'ai fait allusion à ça. On nous a dit non, il a enlevé la liberté à son peuple, les droits de l'homme, il est dictateur. Et nous aussi, on a répété ça comme les perroquets. C'est pour ça que nos médias doivent sortir de la ligne éditoriale occidentale qui voudrait que nous soyons en train de perpétrer la volonté de balkanisation et de reconquête de l'Afrique. Sinon, on est des pantins. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'abord dire la vérité aujourd'hui. Maintenant, la question, où étaient les pères? C'est pas la question. Oui, c'était sa question. Oui, les pères... Non, juste une seconde. Juste une seconde. Vous aurez une réponse. Où étaient les pères? C'est le rapport de force. Vous n'allez pas demander à Idriss Déby qui était amer d'aller affronter ces gens qui constituent l'OTAN, qui ont écrasé un de leurs sous leurs yeux. Ils n'avaient que les yeux à pleurer. Le rapport de force. Maintenant, votre question est simple. Quels acteurs, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas déclarer la guerre? Monsieur Biya a déclaré techniquement la guerre, pas aux frères et sœurs du sud-ouest et du nord-ouest. Il a déclaré la guerre au Boko Haram. Vous croyez que Boko Haram, c'est différent des autres mercenaires qui sont là? On change juste de nom. Quand tu es en Centrafrique, on t'appelle Anti-Baraka, Seleka. On change juste de nom. C'est les mêmes mercenaires avec des armes que vous et moi, on ne peut pas utiliser. Avec les mêmes objectifs. Avec les mêmes objectifs. C'est les gens qui sont formés, ils sont forts. Comme les Bob Denard qui abattaient les chefs d'État en Afrique. Alors, M. Biya a déclaré la guerre. Mais c'est une guerre technique respectant son peuple. Si M. Biya fait la guerre, j'ai fermé comme Kadhafi avait fait. On va dire M. Biya ne respecte pas les droits de l'homme, a tiré sur son propre peuple, mais notez déjà que il n'a pas déclaré la guerre aux frères et sœurs du sud-ouest et du nord-ouest, mais il nous a dit d'être les soldats médiatiques. Il nous a dit que la guerre est ouverte, découvrez la vérité. Il nous a dit, il a dit à son armée, là où vous voyez un homme qui s'appelle Boko Haram avec des armes, il faut l'abattre aussi, parce qu'il vient pour tuer le peuple qui est dans son essence, dans ses ambitions d'émergence. Et l'émergence ici au Cameroun, ce n'est pas la multiplication matérielle. C'est les bobos, c'est les Alphonse, c'est la tête qui réfléchit déjà. C'est la tête qui peut prendre courage. Parce que voyez-vous, quand moi je parle, je n'ai pas peur de perdre mes intérêts. Je n'ai pas peur de sortir d'ici et on tire sur moi. Non, j'ai fini de parler pour que... C'est ça qu'on appelle l'émergence. L'émergence, à quoi M. Biya fait allusion? C'est que Monsieur Alphonse, comme ça, il connaît la vérité ici. Donnez cette vérité, même si vous ne dites pas ça officiellement. Dites à nos enfants que l'affaire, si, quand vous resterez là, que ce pays progresse jusqu'à ce que les pères d'Afrique, on atteindra le niveau de rapport de force. D'accord. Force physique et force métaphysique. Merci Jean de Dieu ici. On va aller du côté de la technique, prendre cette transition pour passer à la deuxième thématique de la journée. À tout de suite pour la suite. Retour dans ce studio pour la deuxième thématique du grand débat de ce 14 novembre 2021. Depuis le 8 novembre, on connaît la composition du collège électoral appelé à élire le président de la Fédération camerounaise de football. Un document contenant 76 noms signés du président de la commission électorale, Gilbert Chelik. C'est ce groupe de personnes qui est attendu le 11 décembre prochain pour l'Assemblée générale
élective de la Fédération camerounaise de football, on retrouve justement 3 des 5 candidats à la candidature pour la présidence de la FECAFOOT, Seydou Momodoya notamment, et Jules Denis Onana. En parlant aussi, on va noter Samuel Etofis, qui sont candidats à la candidature. La commission électorale donnera un point de presse afin d'apporter des précisions sur l'actuel format du corps électoral. La question qui nous intéresse ce matin est celle de savoir, je pouvais commencer par vous, n'est-ce pas, Jean-Michel Monneyer, ou est-ce que c'est ça de savoir si l'exécutif ou alors la présidence de la République n'est-ce pas, a un rôle à jouer et joue un rôle dans l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, ou alors pour les élections à la Fédération camerounaise de football. Bon, merci encore, monsieur le journaliste, de me passer la parole. Avant de répondre à la question, je vais quand même, avec votre permission, revenir un tout petit peu sur la question relative aux interlocuteurs, au NOZO. On doit dire que si on essaie de faire un sondage, il y a 3 points de vue. Il y a 3 points de vue. Il y a ceux qui sont pour l'État unitaire, avec la forme actuelle décentralisée. Il y a ceux qui sont pour le fédéralisme. Et il y a une partie qui veulent le sécessionnisme. Ce sont ceux-là qui ont pris les armes aujourd'hui. Donc, s'il faut parler d'interlocuteurs, il y a des gens qui sont là, qui aiment le Cameroun, qui sont prêts à s'asseoir et à trouver une équation pour que la paix définitive revienne. C'est pour ça qu'on ne peut pas seulement se satisfaire de la solution militaire, parce que le chef de l'État n'a véritablement jamais déclaré la guerre au NOZO. Parce que, comme l'a dit le frère, on ne fait pas la guerre contre son peuple. Le chef de l'État protège les populations du NOZO contre d'autres frères qui ont décidé de s'allier avec des personnes qui veulent gâter l'affaire. Donc, il y a ceux qui sont proches du fédéralisme qui peuvent s'asseoir, et on voit, même si ce n'est pas ça qu'on adopte, ils peuvent dialoguer. Il y a des intérêts. Pour vous, il faut dialoguer. Justement, mais maintenant, la question aujourd'hui, est-ce que la présidence de la République ou alors l'exécutif, parce que c'est là-bas, a un rôle à jouer dans les élections au sein de la Fédération camerounaise de football? Bon, pour répondre à la question, à l'état actuel des choses, je ne pense pas encore véritablement qu'il faille que l'exécutif ait son mot à dire. Il n'y a pas crise. Je crois qu'ils ont fait des élections au niveau local, les personnes sont sorties, des têtes de liste, des délégués et tout, et ils sont en train d'aller pour le 11 décembre, pour valider, choisir et élire celui qui va être à la tête de la FECAFOOT. Surtout que, de mémoire, la FIFA, qui est l'instance festière du football, n'aime pas trop les institutions politiques dans ses affaires. Ça c'est pas très bon. Donc, pour ma première prise de parole, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Quand on regarde les CV de ceux qui postulent, Seydou Momodoya, c'est le président sortant, Samuel Eto'o, c'est l'icône qui peut nous apporter beaucoup de choses, Jules Denis, un ancien lieu indomptable, une icône. Je crois que de là sortira quand même quelque chose de bon. Fabien Bobo, le président de la République, incarne l'unité nationale dans notre pays. À ce titre, peut-il jouer un rôle dans la gestion de la fédération, du fonctionnement de la Fédération camerounaise de football? Oui, mais la présidence joue déjà un rôle. Vous croyez que la crise qui perdure depuis 13 ans, c'est parce que la présidence joue un rôle, mais un mauvais rôle. Parce qu'en réalité, le rôle de la présidence, ce n'est pas de choisir qui doit être président à la FECAFOOT. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. C'est le cas. Si vous connaissez l'histoire du football camerounais, moi je suis le football depuis 72. Samuel Eto'o, pour mettre Seydou Momodoya à la tête de la FECAFOOT et aller prendre l'onction à la présidence. Tout le monde le sait. Samuel Eto'o, pour nommer les entraîneurs, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, que j'avais condamné en estimant qu'ils n'avaient pas le niveau d'entraîner les Lions, parce que j'estimais que les Lions c'était quand même un cran au-dessus. Et c'est à la présidence qu'il allait prendre l'onction, il ne faut pas se le cacher. Donc le problème, c'est que dès lors que le politique a compris qu'il y a de l'argent facile dans le football, ils sont venus s'installer là-dedans et choisir
les marionnettes qui peuvent être à leur service, ça il faut le dire. Et ça dessert le football camerounais. Parce que quand vous voyez par exemple un président comme Sédoumbo Bodjoya, je n'ai rien contre la personne en tant qu'individu, mais en tant que président de la FECAFOOT, ça fait 4 ans ou 3 ans qu'il est là, 3 ans et demi, presque 4 ans aujourd'hui. Eh bien, qui peut me donner son bilan? Il n'y a aucun bilan. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que, quand vous regardez par exemple le combat d'un monsieur comme Abdourahmane, son combat c'est quoi? C'est que quand on laisse aux acteurs du football choisir librement ceux qui peuvent présider au décider de la fédération. Et c'est ce que ceux de la présidente ne veulent pas. Donc quand vous me posez la question, est-ce que la présidente joue un rôle? Elle joue un rôle et elle joue un mauvais rôle. Bon, enfin, je voudrais... merci, je prends la parole. Et pour dire que, vraiment, je vous assure que je mangerai ces paroles avec du manioc. Parce que je ne sais pas comment le dire, mais il faut se dire la vérité. Parce que la question, peut-être que, M. Bocor, peut-être qu'il y a une entourloupe dans votre question, mais la vérité, c'est que la présidente de la République se mêle de cette histoire. Et ce n'est pas bien, c'est malsain. Parce qu'il y a comme une volonté évidente de placer certaines personnes et d'en exclure d'autres. Parce que la présidence en met comment? Moi, je vais peut-être aller de manière tout à fait concrète aujourd'hui. Nous savons qu'il y a une assemblée qui est légitime, qui a obtenu les décisions notamment du TAS, n'est-ce pas? Qui est l'instance en matière d'arbitrage de sport suprême dans le monde, dont des décisions ont été prises. Mais vous voyez qu'à la suite des décisions de ce TAS, la FIFA, quand même, prend d'autres décisions qui sont, ma foi, ambiguës. Parce que le TAS ne peut pas décider de l'annulation d'une élection, et la FIFA, elle décide de maintenir en place des gens qui ont été annulés. Passez-moi l'expression. Vous comprenez un peu? Et maintenant, dans ce jeu, parce que tout ça, moi personnellement, je n'ai rien contre Samuel Eto'o-Fils, mais il ne faut pas être naïf. En même temps, c'est pas parce que c'est Samuel Eto'o qu'on va dire que non, tout doit passer comme... le tapis doit être déroulé. Non, mais il y a quand même c'est-à-dire, il y a quand même des choses qui ne sont pas acceptables ici, justement, quand on veut justement de la sérénité, de la vérité. Et moi, je crains qu'on puisse se retrouver effectivement à d'autres annulations, parce que ce n'est pas à exclure. Parce que là, oui, on parle de l'Assemblée générale, prévu le 11 décembre, où il y aura une élection. Mais ceux-là qu'on essaye d'étouffer, qu'on essaye de museler, ils ne s'arrêteront pas là. Les procédures sont longues, elles sont coûteuses. Mais est-ce que nous allons continuer dans ce jeu? La présidente de la République se mêle. Pourquoi? Parce que quand une frange de cette famille du football n'est pas d'accord avec une autre, on voit les vérités, on voit les sorties du MINAC, notamment, pour interdire des réunions. Mais le but étant quoi? Ça veut dire clairement que la présidence, notamment, ou l'exécutif, a choisi un camp. Et là, il y a problème. Et à partir du moment où il y a problème, parce qu'on est là, parce que c'était ça, je crois, dans votre question, qu'il s'agit quand même ici d'une association privée. Et qu'est-ce qui justifierait cette mainmise, même si elle est malicieuse, pas tout à fait claire, n'est-ce pas, de l'exécutif dans ce qui se déroule là-bas. Et c'est là où je disais, comme je disais tout à l'heure, que je prends entièrement tous ces propos, c'est qu'il y a des gens dont les intentions ne sont pas bonnes dans cette histoire, qui veulent absolument, je ne sais pas, soit du fait de leur puissance peut-être économique, financière et autres, contrôler le football et imposer leur vue et leur point en ce qui concerne le football. Et ça, c'est très mal. Jean de Dieu ici, affilié à la FIFA en 1962 et maintenant membre de la Confédération africaine de football depuis 1963, la FECAFOOT est-elle aussi puissante au point de défier l'État du Cameroun? Ça reste quand même une association. Il est parfois difficile. Non, je crois que je ne rappelle pas mes réminiscences. Bobo et moi, on n'a jamais été en contradiction. Bon, aujourd'hui, il y aura une nette différence parce que, entre-temps, il ne sait pas que moi, je suis parti étudier l'anthropologie. Donc, en anthropologie, on ne donne pas de jugement de valeur. Que c'est bon, hein, c'est mauvais, hein, on explique. Quand on veut les routes pour l'organisation de la CAF, de la CAN, on va solliciter l'État.
quand on voulait les infrastructures sportives, les grands stades, on n'a pas sollicité la FECAFOOT, on a sollicité l'État, donc le gouvernement camerounais. Je dénoncerais, si j'avais les indicateurs, que le gouvernement a joué mauvais rôle ici, ou bon rôle là-bas. Je dénoncerais. Mais pour le moment, moi je convoque plutôt que l'État du Cameroun nous donne une fédération camerounaise de football. Je ne peux pas faire la propagande d'Eto, c'est vous qui m'informez qu'il y a Eto, Denis Onana et Seydou Mbongoya. À l'État, nous n'avons pas de fédération camerounaise de football. On a un bordel. Ah, je vais retirer le mot s'il est violent, s'il est grossier. On a un bordel parce que, oui, peut-être qu'il me manque de concept. Il y a un bordel parce que on a allé de normalisation en normalisation. On a même mis un monsieur qu'on présentait comme meilleur constitutionnaliste de ce pays. Après lui, on a dit qu'il faut aller prendre un avocat. On a allé de normalisation en normalisation. Et voilà la situation d'impasse. La situation d'impasse, c'est que le tribunal arbitral de sport prononce une sentence. La FIFA prononce une deuxième sentence. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la mafia. Et là, l'État doit se prononcer. Moi, j'ai le malheur de constater que les deux frères observent que l'État joue toujours le mauvais rôle. Ici, il faut que l'État du Cameroun nous donne une fédération camerounaise de football. Ce n'est pas le plus important. Le plus important n'est pas que, bon, on va mettre ces deux États. Si l'État réussit même à faire une synthèse, j'allais dire, un consensus entre ces acteurs et donner des... Entre les trois acteurs, moi je n'ai pas le choix. C'est eux qui sont qualifiés à parler, à connaître le contenu de ce qui se passe à AfricaFoot. Mais nous avons l'impression que non seulement il y a des batailles, peut-être pas alimentaires, les batailles au nom de l'argent du football, les batailles de positionnement stratégique, etc. Alors, nous on a plutôt besoin d'une fédération camerounaise de football. Si l'État du Cameroun peut décider que ce groupe-là, lui m'informe que c'est Eto qui a pris l'onction de la présidence pour installer Seydou Mbongoya. Bon, si Seydou Mbongoya est devenu indésirable entre-temps, mais soutenu quand même, parce qu'on nous dit que non, Albert Bida, ne fais pas le désordre, sénateur, ne fais pas le désordre. Si tu fais encore le désordre, on va te faire du mal, parce que tu es délinquant. Alors, il est bon qu'on fasse la synthèse. Dans nos villages, nous qui venons des villages de la Légué, on dit que, on enseigne que, la sagesse de chez nous enseigne que l'ikuta, c'est une nourriture traditionnelle. L'ikuta ne se décrit pas lorsqu'il y a les femmes mûres du village. Il y a d'autres femmes mûres. Ce n'est que l'exécutif, ce n'est qu'Étudi qui doit nous donner une fédération camerounaise de football de telle manière que quand digne de ce nom, je ne souhaite pas qu'on change de date, parce qu'on va accueillir cette coupe dans 5 ans, 6 jours. Qui est bénéficiaire des retombées de la coupe? C'est le gouvernement. C'est-à-dire à tous les niveaux. Le petit peuple, on va vendre, on va faire le petit commerce. Les honneurs, les enjeux issus de cette coupe, c'est le gouvernement qui bénéficie. Donc ne dites pas que non. La FIFA n'aime pas, et c'est par là que je sors, la FIFA n'aime pas que les gouvernements, le politique s'immiscent des affaires d'une association. Ce n'est pas une association du quartier, ce n'est pas une tontine. Ce n'est pas une tontine. Je déteste l'idéologie libéraliste qui voudrait qu'on vous dise, oh, l'État ne doit pas faire les affaires. Alors que vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous constatez que les agriculteurs vivent des subventions de l'État. L'État fabrique ses hommes d'affaires. L'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, souhaitons seulement que leur action ne soit pas négative. Souhaitons encore, demandons même à l'État du Cameroun de porter, de fabriquer cette marmite d'Ikuta. Qu'on ne nous donne pas ce qu'on a toujours donné là. On a allé de normalisation en normalisation. On a écouté le TAS, on a écouté la FIFA, mais on a découvert qu'on est sur le terrain de ça. Faisons la bonne sorcellerie. On comprend donc l'entrée en scène du ministre de l'administration territoriale. Oui, oui. S'il faut aller dans leur sens, oui. D'autant plus que la FECAFOOT a une tutelle. Je crois bien c'est au ministère des Sports. Oui. Qui s'occupe des associations telles que la FECAFOOT. Mais ce que je refuse quand même, c'est qu'il y ait une intrusion visible
Oui. Fermez alors les yeux. Visible. On ferme les yeux. Quand je parle d'intrusion visible, ça veut dire l'exécutif n'a pas, dans le sens des associations qualité, à choisir un candidat. L'exécutif peut aider la FECAFOOT à choisir un candidat consensuel en encadrant le vote, les opérations et tout, pour éviter que notre football à l'international ne soit encore terni. Donc, intrusion de l'exécutif, oui, le frère Bobo l'a dit, certainement il y en a, mais avec des mesures comme ça se passe partout ailleurs, dans tous les grands pays, en France, partout, on sait quand même que celui qui est à la tête de la fédération doit quand même avoir la caution, le CV qu'il faut pour que ça marche. Parce que le problème, c'est souvent au niveau de la redistribution. Parfois, quand il y a des prébendes, c'est là où on commence à avoir des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Il faut un président consensuel qui aime d'abord le football. Un président qui sait quelles sont les réalités auxquelles le football professionnel est confronté. Un président qui n'a pas forcément besoin d'avoir faim ni de puiser véritablement dans les caisses pour se faire les choses. Donc tout cela doit rentrer dans le choix. Mais en guise de sortie pour la question, je me dis que l'État doit veiller à ce qu'on ait un candidat, un président consensuel et encadrer ces choses-là. Fabien Bobo, vous pensez véritablement qu'il y aura élection, n'est-ce pas, le 11 décembre parce que ça fait depuis des années, si on parlait justement aujourd'hui de l'exécutif de 2009, qui doit en réalité siéger. Parce que la FECAFOOT, c'est un problème de texte aussi. Oui, je vais dire à mon frère que la FIFA est consciente que c'est les États qui financent le football en Afrique. C'est pas comme en Occident, où les fédérations sont puissantes avec des gros sponsors et tout ça, ont une certaine autonomie. Mais en Afrique, c'est les fédérations, c'est les États qui financent le football. C'est pour cela que vous verrez que par exemple, dans un pays comme les pays arabes, le Maroc, le président est nommé, au Maroc, le président est nommé par le roi. Alors qu'au Cameroun, le président doit passer par des élections. Parce que ça a été harmonisé selon le contexte du Maroc. Donc pour dire quoi? Pour dire que on ne peut pas interdire à l'État de donner son point de vue, comme le disait ici tout à l'heure. C'est l'État qui doit arranger cette affaire. Et si ça a duré 13 ans, c'est parce que l'État joue un jeu trouble dans cette affaire. Je veux faire la genèse un peu pour amener à ce que mon frère comprenne certaines choses. Voyez-vous, quand M. Infantino débarque Issa Hayatou de la CAF, c'est pourquoi? C'est parce que Issa Hayatou n'a pas voté Infantino à la FIFA. Parce que les grandes voix qui votent le président de la FIFA viennent de l'Afrique. C'est quand même 52 États ou 53, je ne sais pas moi. Donc, le président de la FIFA sait que son élection, c'est en Afrique. Vous voyez bien qu'on revient aussi sur les intérêts qu'on disait. Que les gens là ne viennent pas ici pour leur beau Dieu, ils viennent chercher ce qu'on a. Voilà. Donc, quand M. Issa Hayatou n'était donc pas dans son camp, il a fabriqué Ahmad. Il est venu débarquer Issa Hayatou. Lors du vote au Caire, à Addis Abeba, à 2h du matin, Issa Hayatou était président de la CAF. Mais à 2h05, 2h10, allez, tout a basculé. Parce qu'il y a des mallettes qui ont circulé dans les trucs et tout ça. Même mon mari qui était l'enfant chéri d'Issa Hayatou a basculé dans l'autre camp. Pour te montrer un peu comment ça se construit. C'est une très grosse mafia. Alors, lorsque vous regardez la Fédération camerounaise de football, la Fédération camerounaise de football est la fédération phare en Afrique centrale. C'est-à-dire quand elle prend position, la Fédération équato-guinéenne, Congo-Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Tchad, se mettent derrière. Vous voyez que M. Infantino sait qu'il a déjà ses voix assurées en Afrique centrale, parce que le Cameroun est là. Et il n'est pas venu au Cameroun par hasard. Par hasard. Venez voir le chef de l'État. Donc, c'est cette ambiguïté-là qui fait que le Cameroun joue à un jeu qui peut être fatal pour lui-même. C'est-à-dire qu'on veut faire plaisir à la FIFA et en même temps, on laisse pourrir la situation à l'intérieur de la maison. Je vais vous lire un peu les textes. J'ai amené les statuts de la FIFA ici. Vous allez voir que même la FIFA elle-même fait des choses qu'elle ne doit pas faire. Lorsque l'OTAS s'est prononcé
le 15 janvier 2021 en annulant l'élection de M. Mbombo Njoya. Alors, l'OTAS a fait un commentaire parce que dans l'annulation, Abdourahmane avait demandé que l'élection soit annulée, ce qui a été fait, et que l'exécutif de 2009 revienne aux affaires. L'OSTAT a donc estimé que cet exécutif ayant mis longtemps hors des affaires ne pouvait plus revenir aux affaires, mais que les organes en place puissent assurer l'intérim. Quel est l'organe en place lorsqu'il faut assurer l'intérim dans une fédération? C'est d'abord l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême d'une fédération. À la moindre mesure, on peut prendre le secrétariat général qui administre au quotidien la fédération. Voilà les organes qui peuvent assurer la continuité des services. Mais la FIFA a jonglé. Elle a dit que c'est Mbombo Njoya qui doit assurer l'intérim. Comment peut-on annuler l'élection de quelqu'un et on dit qu'il assure l'intérim? Et la même personne doit être candidat en organisant l'élection. Vous voyez qu'il devient juge et parti. Les techniques du pyromane et du sapeur. Voilà. Et voici ce que disent les statuts de la FIFA. Chaque membre doit diriger ses affaires en toute indépendance, sans l'ingérence d'un tiers. Donc même la FIFA lui-même n'a pas le droit de dire que c'est Mbombo Njoya. Les organes, dans l'alinéa 2, les organes, les membres ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne. Les statuts des membres doivent prévoir un système leur assurant une indépendance totale lorsqu'ils procèdent aux élections et nominations. La FIFA ne reconnaît pas les organes d'un membre n'ayant pas été élu ou nommé conformément au dispositif de l'alinéa 2. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Assemblée générale de 2009 qui devrait donc mettre en place un comité de gestion provisoire pour assurer l'intérim jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection, si on est cohérent. C'est ce qui devrait être fait. Alors, la FIFA a donc imposé cela parce que la FIFA va avoir à la tête de la FECAFOOT quelqu'un qui va protéger ses intérêts. C'est-à-dire qu'au moment du vote, c'est lui qui va dire aux autres fédérations, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qu'on doit aller du côté d'Infantino. Et vous voyez très bien qu'on privilégie l'intérêt de celui qui vient d'ailleurs et on néglige l'intérêt de celui qui est à l'intérieur. Et comme le disait tout à l'heure le frère Meka, vous avez vu Mbega. Vous avez vu quelqu'un qui a des décisions de justice. C'est plutôt lui qu'on appelle délinquant, usurpateur, je ne sais pas quel mot que le ministre de l'AT a utilisé. Et vous voyez très bien que ce n'est pas le ministre de l'AT qui devrait faire des communiqués. C'est le ministre des Sports qui est la tutelle de la FECAFOOT, qui doit saisir le ministre de l'AT lorsqu'il se rend compte qu'il y aura trouble à l'ordre public. Il va donc lui dire, vraiment, voilà, au vu de tel texte, au vu de telle décision de justice, le camp d'en face peut faire des réunions qui peuvent ramener les troubles à l'ordre public. Moi, je vous saisis de prendre des dispositions. Ce n'est pas que le ministre de l'AT s'élève pour dire que non, selon la FIFA. Vous avez vu dans le communiqué du ministre de l'AT, il ne s'appuie sur aucun texte. La FIFA elle-même ne peut pas nommer quelqu'un sans s'appuyer sur aucun texte. Il y a un texte qui dit que Mbombo Njoya est président de la FECAFOOT par intérim? Non. Parce que la FIFA sait qu'elle est en violation de ses propres statuts. Vous voyez un peu? Et on a vu des lettres circulées de la FIFA où un employé de la FIFA se lève un matin, il prend un tout. Non, il y a des organes de la FIFA qui sont appropriés à dire le droit, à dire que c'est tel ou tel qui doit être là. Donc il n'appartient ni au gouvernement du Cameroun, ni à un ministre de dire que tel doit être président de la FECAFOOT. C'est l'exclusivité de la justice. C'est elle qui doit décider au vu des textes. Et pour arranger ce problème de la FECAFOOT, il y a une seule petite question, elle est simple. Lorsqu'il y a crise dans une association, c'est les textes. Les textes sont là pour régir, pour réguler les relations entre les individus dans une association. Comme les lois sont dans un État pour réguler les relations entre les citoyens. Parce que s'il n'y a pas de loi, tout le monde va faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dans l'association, vous voyez même sur le plan enfin, au niveau des banques, quand un membre d'une association saisit la banque arrête les mouvements du compte de l'association parce qu'elle a peur de continuer à faire des mouvements et que les gens prennent de l'argent et quand le membre aura raison, il va payer double. Donc pour dire,
La petite chose, la simple question qu'il faut poser, que disent vos textes? Si on avait dit ça depuis, on serait sorti de la crise d'Africa Foot depuis plus de 13 ans aujourd'hui. Donc les gens font des jongleries et pour chuter, vous voyez très bien que la fameuse assemblée de 2009 dont on parlait du revers de la main, si je peux faire rapidement un petit rappel, c'est l'assemblée de 2009 qui a élu Iya Mohamed. De 2009 à 2013, lorsque le mandat d'Iya est fini. Iya a donc organisé une nouvelle élection. Il avait été élu, mais malheureusement, il allait en prison. L'élection avait été annulée par les organes juridictionnels de la FECAFOOT. Donc, on revient au statut hanté. Donc, à l'Assemblée 2009. La même Assemblée, quand le professeur Ouona est arrivé, il a voulu contourner cette Assemblée en créant une nouvelle Assemblée. Il est allé au TAS, il a perdu au TAS. Le TAS lui a dit en 2015 que c'est l'Assemblée de 2009. Parce qu'il faut dire ici que dès qu'une élection d'un candidat est annulée, ça suppose qu'il n'a jamais existé. C'est clair. On a donc revenu à l'Assemblée 2009 et a élu Tombi avec cette Assemblée. Dès que l'élection de Tombi a été annulée, on suppose qu'il n'a jamais existé, on revient à l'Assemblée 2009. Et c'est l'Assemblée 2009 quand Maître Piari, c'est elle qui vient élire Sédou Mbombo Njoya en Bankomo en 2018. L'élection de Sédou Yaz était annulée, on suppose qu'il n'a jamais existé, on revient à l'Assemblée de 2009. Comment donc par quelle alchimie? On tourne en rond, on fait... Comment donc? Non, c'est parce que les gens font des jongleries. Par quelle alchimie on peut donc créer une nouvelle assemblée, mettant l'Assemblée 2009 de côté et prétendre qu'on va faire une élection? Moi, je peux vous rassurer, au vu des textes, que l'élection qui va se passer le 11 décembre, c'est une élection mort-née. D'accord. C'est un problème de texte au sein de la Fédération camerounaise de football. C'est une volonté. Je pense que M. Fabien Bobo l'a si bien dit. Et je pense vraiment que je ne vais pas en rajouter. Mais on comprend ici qu'il y a une mauvaise foi manifeste de contourner ce qui doit être, parce que les gens ont des velléités, des intentions qui sont inavouées. Inavouées du moins parce qu'on... Mais il est évident que si on veut rester sur la question du droit, de la légalité, de la légitimité même, allons plus loin, n'est-ce pas? L'Assemblée générale de 2009 est là, n'est-ce pas? Mais qui a intérêt à ce que cette Assemblée soit mise de côté? Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, n'est-ce pas? Nous sommes repartis là pour avoir des situations similaires. C'est pas la catastrophe. Vous savez, la dangerosité, et c'est ça qu'il faut vraiment craindre avec le Camerounais. C'est cette intelligence que nous avons, mais à user de cette intelligence pour faire des choses qui sont totalement inappropriées. Vous comprenez un peu? Et c'est ça, parce qu'en réalité, et c'est là où la question justement du gouvernement se pose. Si le gouvernement, Jean de Dieu, ainsi le disait tout à l'heure, veut mettre fin à cette récréation, on en aura terminé. Oui. Mais il est évident, et ça saute à l'œil, n'est-ce pas? Après, parce qu'il n'y a pas cette analyse que vous avez là. C'est-à-dire que, franchement, si vous voulez, à moins que vous vouliez faire de la sorcellerie, si nous parlons le français et que nous en saisissons tous un certain nombre de choses, nous comprenons qu'il y a quelque chose. Il y a un problème de fond, mais qu'on évite soigneusement parce que les gens ont d'autres agendas. Va-t-on dissoudre la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, repartir sur de nouvelles bases pour une fédération plus rayonnante, plus, n'est-ce pas, travailleuse, puis au sein du Cameroun, en fait, dans notre pays? Je vais aller chercher les enjeux. Monsieur Bobo a répondu. Ce n'est pas compliqué. Monsieur Bobo dit une chose. Mettez sur la table les textes. Voilà. Même si vous voulez aider X, Y, Z, oui, en tenant compte du contexte. Les textes qui régissent le football. Malheureusement, lorsque certains amis estiment que je bagarre beaucoup plus, je vois que mes yeux ne voient que la responsabilité des occidentaux. Certains amis ont cette impression. Voyez le rôle trouble de la FIFA et du TAS dans notre pays. Exactement. Mais vous voulez dire que les Orona, les API sont idiots? Ils n'ont pas compris de texte? Ce n'est que la FIFA et le TAS qui maîtrisent les textes. Le droit. C'est pour ça que je vous dis, quand les forces exogènes décident de vous nuire, ils vous tiennent par, j'allais utiliser encore un terme grossier, par là où ça fait mal. C'est-à-dire par les organes, les enfants, n'y mettez pas les organes. Ils nous dérangent.
Alors qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il nous dérange? Pourquoi est-ce que vous avez dit, il y a des blancs qui s'assoient, ils écrivent et puis ils décident que non, on enlève la tête là. La tête là ne peut pas jouer. Notre jeu. Ce que nous disons au football est valable au nord, ouest et sud-ouest, est valable partout. Lorsque certains Africains continuent à dire l'investissement étranger, on nous a inculqué que pour transformer la figure de notre économie, l'investissement étranger, les gens qui bâtissent nos budgets, l'investissement étranger, aucun étranger ne peut venir chez vous, monsieur Bobo, et dire que j'aime beaucoup votre femme et vos enfants, hein, je vais leur donner à manger, toi, reste de côté. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'État du Cameroun, et ils le savent, ils connaissent nos émotions, ils savent, vous voyez comment ils jouent avec nous. Amad bien, il dit que bon, je peux vous retirer la canne. Hein. Il va, non, il dit, je vais vous redonner la canne. Hein. Ça se dit. Parce qu'en fait, les gens savent que par cette Coupe d'Afrique des Nations, les émotions des Camerounais, tous les Camerounais n'ont pas une autre religion, un autre culte, n'ont pas de tribus. Vous verrez que la guerre va s'arrêter un peu. Dès qu'on va dire la Coupe d'Afrique des Nations, parce que ça n'a pas de tribus. Ça n'a pas de... C'est notre affaire. Les Camerounais, si vous demandez aux Camerounais de mettre le gouvernement en difficulté parce qu'on venait de perdre cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, ça sera très compliqué. Connaissant donc cet enjeu qui est indubitablement l'enjeu de tous les Camerounais, nous qui allons observer comment l'observation, nous serons au niveau de l'observation, nous demandons si jusqu'à hier, le gouvernement était incapable de résoudre ces problèmes. Si jusqu'à hier, M. Bobo l'a dit, le gouvernement ne jouait que le mauvais rôle. On ne parlera plus du gouvernement. Dites à haute voix, c'est lui qui joue le mauvais rôle. Moi, j'ai fait une proposition. Pour obtenir, bon, je vais m'arrêter les deux derniers acteurs, pour obtenir M. Momo Njoya Seydou. Ça a été un consensus, vous avez dit, partant de la présidence avec Eto'o. Maintenant qu'Eto'o, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, maintenant qu'Eto'o est donc en train de demander aussi à être un acteur pertinent de cette FECAFOOT qui vous a dépassé depuis 13 ans. Je ne peux pas conclure donner lui cette opportunité. J'ai dit que l'État du Cameroun réfléchisse à la mesure consensuelle. Les trois acteurs sont là. On ne peut pas dire que Seydou Momo n'a rien fait. Non, moi je dis qu'il est tenu, il est mal tenu par ses amis de la FIFA et du TAS. On ne peut pas dire que Tofi Samuel ne peut rien apporter dans cette affaire. D'autant plus qu'il vient en vous disant que je n'ai pas de problèmes alimentaires. Voilà. Je ne veux pas l'argent, je vais apporter mon expérience. On ne peut pas dire qu'on a la Denis. On a la Denis n'est rien du tout. Alors qu'on sait pertinemment que lui aussi, il a apporté de sa sueur par la force de son pied et de son intelligence dans ce football. Alors, qu'on fasse, je propose, si ma voix peut compter, que l'État, que le gouvernement convoque les 76 individus, peut-être pas les 3 individus, et qu'ils sortent de là, pas avec le mauvais jeu cette fois-ci, mais avec un bon résultat consensuel. Et que les acteurs, parce que les 3 sont Camerounais, nous on était irrités, je ne prendrai plus parole parce que c'est eux qui sont qualifiés à parler de cette affaire. Nous étions irrités lorsqu'on a commencé à nous dire un discours de haine que M. Eto'o Samuel, vous savez, je ne le connais pas pour ça, hein, il n'est pas mon ami, mais je suis lecteur des choses qui sont bonnes. M. Eto'o, oui, ses buts, ses coupes sont camerounais, mais lui-même désormais, il est espagnol. Que lui il est espagnol, mais ses buts, toutes ses actions. Oui. J'avais été, et vous voyez, j'étais violent à ce moment, on appelait les aboyeurs et les brailleurs. Je me posais la question, comment on fait dans ce pays pour qu'un type qui produit la musique et tous les Camerounais dansent, brutalement, parce que ça fait une jurisprudence, brutalement on nous dit que le gars, le type là est américain, il ne peut plus gérer les affaires du Cameroun. Donc nous étions tous en train de vous regarder. Allez-vous encore jouer le mauvais rôle depuis étudié pour dire que Samuel Eto'o, ces anciens buts là, ces anciennes actions là étaient camerounais, mais aujourd'hui lui il est
espagnol. Bon, ça, je crois que ça est résolu. Ce type de problème, c'est résolu. Bon, Trouvez donc... Il n'y avait aucune disposition au sein de la Fédération camerounaise de football qui prenait en compte... Non, pour le moment, c'est résolu. Disons seulement que c'est... De toute façon, on pouvait fabriquer. Quand on veut jouer le mauvais rôle, on peut fabriquer. Bon, alors, en un mot comme en mille, Camerounais, gouvernement de ce pays, allez-vous démontrer aux yeux du monde entier que vous êtes tellement incompétent qu'on n'a pas pu résoudre en 13 ans un petit problème, celui des textes de la Fédération camerounaise de football. Seriez-vous responsable un jour devant l'histoire, vous qui nous gouvernez, qu'on conclut que vous avez été incapable de donner une fédération camerounaise de football aux enfants de ce pays, en un mot comme en mille? Êtes-vous responsable devant l'histoire que lorsqu'on va recevoir autant de têtes internationales, nous demeurons dans le ridicule avec une fédération camerounaise de football en lambeaux, en état de sorcellerie? Je pense que le consensus devrait sortir d'études pour qu'on ne soit plus ridicule. Avant la sortie du consensus au niveau du palais de l'unité, aujourd'hui, est-ce qu'on doit absolument aller à ces élections-là avec... précisément, les personnes ne font pas peut-être problème, ce sont les textes. Est-ce qu'on doit absolument avoir un président de la Fédération camerounaise de football avant le 9 janvier? Bon, pour ma part, je pense que le temps court. On parle de 56 jours de la CAN. Il est bien que notre président soit là et que notre fédération puisse fonctionner normalement. Mais j'ai bien peur parce que M. Bobo a soulevé un problème d'Assemblée générale de 2009 qui aurait été mis à côté et qu'on aurait validé une autre Assemblée générale aujourd'hui. Voilà donc peut-être l'épine qui va empêcher que les choses se déroulent normalement. Est-ce qu'il ne faut pas résoudre d'abord ce problème, s'il en est véritablement un? Parce que s'il soulève, dire que la FIFA, tant que vous n'êtes pas dans la logique de ce qu'elle a laissé, ce que vous créez n'existe pas, que ce soit des personnes ou bien des institutions créées, pourquoi ne pas commencer le consensus à partir de cette Assemblée générale de 2009 qu'on ait au moins la légitimité et que les gens se regardent dans les yeux pour faire une élection normale. Parce que c'est ça le problème. La présidence peut dire, bon, comme disait le grand frère, que oui, on va faire le consensus sur les 3 CV qu'on a sur la table. Mais le problème donc, et on sait que les Camerounais connaissent écrire, je ne veux pas citer les noms, surtout les Camerounais de la FECAFOOT, ils savent écrire, ils écrivent. Il faut d'abord qu'on résolve le problème de l'Assemblée générale de 2009 et de cette Assemblée nouvellement investie. Si ça va créer problème, que le gouvernement essaye dès à présent de trouver une solution à la base pour que au soir du 11 décembre, qu'on puisse avoir une élection et non plus des pancartes, comme on a souvent l'habitude de voir devant les sièges, disant que ça c'est de l'abomination, c'est de l'illégalité qui se déroule là-bas dedans. Fabien Bobo, aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas un problème de personne pour les exécutifs de 2009, puisqu'on savait absolument que John Begninde devenait président de la FECAFOOT, on va assurer l'intérim avant l'Assemblée générale. Est-ce que c'était un problème de personne en 2009? Oui, en 2009, c'était un problème de personne parce que lorsque M. Iya, son élection est annulée, John Begninde est son premier vice-président, logiquement, c'est lui qui devrait assurer l'intérim jusqu'à organiser une nouvelle élection. Mais malheureusement, quand M. John Begninde arrive à la FECAFOOT, il trouve prendre ses bureaux, il trouve qu'on a changé les serrures sur les portes. Il ne peut pas accéder à son bureau. Il appelle dans un serrurier, je crois aussi un huissier et la gendarmerie. Et dès que la FIFA avait vu les images avec les gendarmes, il dit l'État s'est introduit dans les affaires du foot. Ils ont suspendu le Cameroun. Mais un Camerounais vaillant, connaissant les textes, a traduit la FIFA en justice, donc aux taxes. Et la FIFA, quand ils sont arrivés là-bas, pour ne pas le nommer, Abdourahmane, quand ils sont arrivés là-bas, la FIFA a senti qu'elle allait perdre le procès. Elle a fait un rétropédalage, c'est-à-dire en demandant à l'État du Cameroun, avec des mots très doux, que bon voilà, vous savez quand vous m'amenez au TAS, ce n'est pas bien, si toutes les fédérations m'amènent là-bas, je vais perdre mon honneur, mon autorité, bon voilà ce que moi je vous propose, vous retirez la plainte, et puis moi j'envoie une normalisation, c'est comme ça que la normalisation de le ministre, on arrive. Oui, donc, quand
quand la nomination du ministre honoraire, au lieu de résoudre le problème de John Begedinde, que c'est lui qui doit assurer l'intérim, on est entré directement dans la normalisation, on a commencé à faire les élections pour mettre sur pied Tombi. Et c'est ça qui a fait qu'Abdourahmane attaque encore ce processus électoral et a trouvé une faille dedans, il a annulé. Maintenant, John Begedinde, lui, n'était même plus là. Mais ça ne veut pas dire que si John Begedinde est premier vice-président, ne peut plus assurer l'intérim. C'est tous les membres de cette assemblée-là qui ne peuvent plus. Il y a les membres de cette assemblée qui vivent encore, certains sont morts. Donc c'est elle qui est légale et légitime à la FECAFOOT. Même si tu empruntes 1000 dizaines, je tiens à vous rappeler que le 10 juin dernier, la CCA, qui est considérée comme la Cour suprême du sport au Cameroun, a donné raison au camp d'Abdourahmane en disant que c'est l'Assemblée 2009 qui est légale et légitime. Je sais, je vous dis encore que en 2015, lorsque le professeur Oona a voulu contourner cette assemblée, le TAS lui a dit, la sentence est là, que c'est l'Assemblée 2009. Et au vu donc du processus que je vous ai donné ici, vous voyez très bien qu'on ne peut pas se lever et créer une autre assemblée. C'est faire, comme je le disais ici tout à l'heure, de la pure sorcellerie. Et les gens vont aux élections. Ils vont aux élections. Ça, c'est leur problème. Moi, ce que je peux vous dire, et ce que je dis aux Camerounais ici, c'est que cette élection est déjà mort-née. C'est-à-dire qu'elle sera annulée. Même si c'est le pape qui sera élu, l'élection là sera annulée. Donc, on va aller à la CAN, comme on a fait la CAN de 2017 au Gabon. Vous vous souvenez que l'élection de M. Tombé avait été annulée et que le ministre de la République a pris un communiqué radio-presse pour dire que c'est Tombé qui est là. Mais sauf que si Tombé était présent et engagé le Cameroun au Gabon, les adversaires du Cameroun auraient pu attaquer la CAN du Gabon. Vous avez vu, on a mis Tombé de côté. C'est le ministre du Djumpat qui n'avait pas qualité, parce que les textes sont clairs. Un ministre de la République reste dans les tribunes. L'homme qui a qualité à agir au nom de la fédération, le président de la fédération. Mais au Gabon, vous verrez, si vous regardez les images, c'est M. Ibidumpat qui salue, même en finale, qui salue le président Bongo. Bon, ça a été toléré parce qu'un compatriote était président de la CAF. Mais si on appliquait les textes, il n'avait rien à faire. Vous vous souvenez de la finale de U17 en Tanzanie, où M. Ahmad avait reconduit le ministre Mouel Kouembi à la cérémonie de réception des médailles. Parce qu'on n'avait pas prévu qu'il doit être là. Mais il s'est retrouvé là. M. Ahmad a dit à M. Seydou que non, toi tu as été, comment on les appelle là, les SP du président de la CAF. Mais tu sais que ce monsieur n'a rien à faire ici. Moi, ça m'a choqué. On a reconduit le ministre des Sports dans les tribunes. Donc pour dire que quand les gens s'amusent, comme on dit souvent au quartier, si tu craches en l'air, attends que tu vas recevoir les crachats sur ta face. Donc on va dans une élection. C'est une élection mort-née, elle sera annulée. Automatiquement, je suis pas modérateur, mais je voudrais poser cette question. On fait donc comment? C'est moi qui pose la question. Je voudrais savoir comment on fait l'Assemblée générale 2009. Comment on fait la question? Comment on fait? J'ai dit à ce frère que je n'étais pas outillé, parce que je ne suis qu'un simple imposteur dans le domaine du football, parce que c'est notre nourriture commune. Alors il a expliqué techniquement des choses qui nous interpellent. Cherchant le consensus, il faut arracher cette dent qui a la carie dentaire. On fait comment? Qu'est-ce qui reste à faire pour que, oui, l'élection devrait avoir lieu le 11 décembre. Qu'est-ce qu'on fait pour que, au moins, ces gens qui vivent encore de 2009, l'Assemblée générale de 2009, même si on peut faire une autre synthèse avec ceux qui vont colmater les brèches, est-ce que c'est pas possible? C'est possible, c'est possible. Et moi je crois là que... maintenant, Jean de Dieu... J'ai joué heureux parce qu'en fait, au moins moi je suis communicateur comme lui. Je réponds rapidement à Jean de Dieu. C'est possible, parce que rien ne dépasse les hommes. Oui. Quand les hommes veulent arranger, ils peuvent arranger. Même les guerres qu'on voit partout dans le monde, on a vu des guerres qui ont duré longtemps. Après, les gens sont allés s'asseoir, ils ont discuté, ils ont trouvé des solutions et la guerre est finie. Je crois qu'il est possible d'arranger en appelant le camp qui a les décisions de justice, qui est dans son bon droit, en appelant ceux qui sont en face, en leur disant, pour l'intérêt supérieur de la nation, on arrête d'abord la guerre maintenant, que la CAN finisse, et qu'après la CAN, qu'on voie donc comment on va refaire cette affaire en s'appuyant sur les textes. C'est un peu comme si... Parce que ce qui est gênant dans cette affaire, c'est-à-dire que vous êtes père de plusieurs enfants, mais vous chassez les autres et vous dites que c'est l'autre qui est le meilleur. Vous allez frustrer les autres. Quand vous regardez le communiqué du ministre de l'AT
appeler un monsieur comme Abel Dida, un haut commis de l'État, imposteur, usurpateur, voilà, j'ai trouvé ça... Le ça a carrément pris ça. Voilà, j'ai trouvé ça trop violent. Et vous avez vu la réponse de monsieur Abel Dida. Quand vous lisez sa réponse, il s'appuyait seulement sur les textes. Justement. Vu la sentence du TAF, vu la sentence de la CCA, vu les textes, c'est comme ça. Cette affaire qui dure longtemps, là, c'est parce que les gens font les jongleries. En un mot comme Amir, quand on renvoie l'élection après la Coupe. Mais le ministre des Sports m'avait écrit, il a demandé le sursoir. Le ministre des Sports avait demandé le sursoir. Ils ont accéléré l'élection parce que pour eux, il faut à tout prix avoir un président à la tête de la Je vous en prie, est-ce qu'on peut sursoir? Je pense que M. Fabien Bobo, il est clair là-dessus et je vais abonder dans son sens. Et c'est pour ça que moi, personnellement, c'est-à-dire qu'avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un héros de ce pays, Samuel Eto'o, moi je pense que ce monsieur ne devrait pas se laisser aller à ce jeu. Oui. Quelles que soient ses prétentions et ses projets. L'amour qu'on a pour lui. Oui, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné... Encore qu'il a même saisi la FIFA pour se plaindre. Je pense que justement, ça c'est justement l'occasion donnée pour se dire que non, cette histoire ne doit plus continuer. Il ne faut pas qu'on se retrouve parce que ce serait gênant. Je dis bien, ce serait gênant, très gênant et peut-être humiliant, permettez-moi l'expression, que Samuel Eto'o soit élu président de la FECAFOOT à leur assemblée du 11 décembre et qu'il se retrouve annulé. Parce que ceux-là qui ont la légitimité, cette assemblée de 2009, ne s'arrêteront pas. Voilà. Et tant qu'ils ne s'arrêtent pas, vous ne pouvez pas. Et je pense Ils ont même déjà saisi le TAF. Je pense que, n'est-ce pas, quand on voit là, on n'a pas besoin d'être un spécialiste du droit. Même ceux qui nous écoutent peuvent, c'est-à-dire ça relève du bon sens. Voilà. Et à ce moment-là, se dit simplement que non, on ne peut pas continuer dans cette histoire. Parce que, comme on dit, c'est pas le temps qu'un morceau de bois met dans l'eau qui fera à ce qu'il devient un poisson. Vous comprenez un peu? Tant que dans les textes, n'est-ce pas, vous êtes en train d'écarter. C'est comme si vous avez comment dire, un héritier légitime, voilà, et vous le contournez. Voilà. La vérité nous affranchit. Vraiment qu'on laisse que la vérité prenne le dessus dans cette histoire et que les gens mettent de côté leurs égoïsmes, voilà, n'est-ce pas, et fassent prévaloir l'intérêt suprême de la nation. Jean-Michel, un dernier mot. Oui, ce que moi je peux souhaiter, et c'est une préoccupation, pourquoi attendre après la CAN? Pour l'image de notre pays, est-ce que si ces gens pourraient s'asseoir, il y a encore du temps, même si ce n'est pas, même si c'est avant le 11, qu'est-ce qu'il y a de magique quand on veut vraiment arranger une situation? Pourquoi doit-on encore subir une autre humiliation? Vous organisez une CAN avec les stades les plus beaux du monde et vous avez une fédération sans président. Et il faut dire que la signature de Mbombo Njoya sur l'accord cadre a été attaquée au TAF. Sans président légitime. Parce qu'on estime qu'il n'a pas qualité. Ce serait une demi-victoire, d'après moi, si les Camerounais de la FECAFOOT veulent véritablement arranger ce problème, qu'ils s'asseyent avant la CAN et qu'ils arrangent ce problème pour qu'on ait une CAN parfaite, à partir même de notre président même. Je crois que c'est par là que je sors. D'accord. Très rapidement, avant que Fabien ne conclue. C'est mon dernier mot absolu. Ouais. À l'issue de ces analyses techniques, le consensus qu'on convoquait, ben vous avez déjà la réponse à votre question. Est-ce que le gouvernement camerounais a pleinement la légalité et la légitimité, même si elle est subjective et cachée, de s'impliquer dans cette marmite qui n'a jamais donné une nourriture cuite? Oui. 2. Quel consensus doit-on obtenir? Consensus de la présence de tous les enfants camerounais de 2009 et de ceux que vous rajoutez pour fabriquer donc l'Assemblée générale acceptée de tous. Les Abel Mbida ne seront pas usurpateurs, ne seront pas imposteurs. Les Abdourahman arrêteront d'écrire. Donc prenez consensus, fabrication de l'Assemblée générale acceptée de tous les acteurs de ce pays. Un peu comme ils ont réuni
les belles Joseph Antoine, tous, pour aller inaugurer techniquement les stades. Parce que c'était une inauguration, c'est-à-dire on s'est approprié de nos stades. Nous avons aimé qu'ils fassent cela en fabriquant une assemblée générale. Dernier consensus, donc. On n'a pas le droit d'écarter ceux qui ont réussi donc à parcourir, en tout cas se hisser pour dire que nous aussi, voici notre tour. Nous sommes les acteurs de football. Nous voici. On va sortir très rapidement. Dernier consensus, les hommes, les 3 hommes, mettez-les ensemble, il y a la formule. D'accord. Fabien Bobo, en 10 secondes, vous avez évoqué que la signature qu'avait posée, n'est-ce pas, Seydou Momoyas a été attaquée, mais il faut aussi se rendre compte aujourd'hui que la présence du ministre, c'était pour contrecarrer, n'est-ce pas, cette signature-là, pour dire absolument que Ibrahim Seydou n'était pas justement le président illégitime de la Fédération camerounaise. Oui, mais le problème, c'est que pour la première fois de l'histoire, c'est le ministre de la République qui a signé l'accord 4. C'est entre le Cameroun, par rapport au texte, ce n'est pas le ministre qui doit signer l'accord 4. Mais le Cameroun sécurise. Mais le ministre l'a signé. Voilà. Mais le fait que Seydou est encore venu à poser sa signature sur cet accord, c'est ça qui a causé problème. Parce que à l'heure où nous parlons, il n'est pas président de la FECAFOOT. On dit qu'il est, ça dit la FIFA, qu'il est président intérimaire. Et moi, je ne connais pas quelqu'un qui parle de président à président intérimaire, parce qu'on ne peut pas assurer soi-même son propre intérim. Voilà encore une autre incongruité. Merci. Merci à vous, merci Fabien Bobo d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Jean-Michel Monneyer, on va vous retrouver peut-être une prochaine fois. Alphonse Mbega, merci infiniment. Et puis on va dire merci à Jean de Dieu Haïssi qui nous fait l'honneur d'être là pour une deuxième fois. Merci. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été des nôtres aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris pour dimanche prochain à la même heure. S'il plaît à Dieu, bien sûr, restez en compagnie des programmes de CAM10 Télévision qui se poursuivent. Excellent dimanche à toutes et à tous. Au revoir.